Bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, il est l'un des fidèles de Vladimir Poutine dans cette guerre. Ramzan Kadyrov est gravement malade. Il a sans doute été empoisonné. C'est ce que rapportent plusieurs sources en Tchétchénie. Qui le dit précisément? Quels sont les indices? Quel impact? La révolution silencieuse des Occidentaux, sans l'annoncer, sans faire de bruit, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne et d'autres accueillent désormais des milliers de soldats ukrainiens pour les former, des conducteurs de chars, des pilotes, des officiers. Est-ce le préalable à la contre-offensive ukrainienne qu'on annonce dans les semaines qui viennent? À 19h, le face-à-face sur les retraites entre dans le dur. Raffinerie, trafic routier, transport public. Va-t-on vers une France à l'arrêt demain et dans les jours prochains? Le blocage du pays est-il légitime ou est-il abusif? Dans une démocratie sociale, c'est la question qu'on posera. Et puis à 19h30, comme chaque soir, les partis pris ce soir, Jean-Michel Apathy pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnous Salmani pour l'international. Place au débat, vous allez vous faire votre opinion. C'est parti pour 24 heures. L'image du jour, c'est l'impressionnante armada des Alliés. Des centaines, des milliers de blindés, de chars légers, de chars lourds, de véhicules de transport de troupes sur le port polonais de Gdynia, près de 80 ans après la Normandie. Un nouveau débarquement est-il imminent en Ukraine? La réalité est moins glorieuse, c'est plutôt un rembarquement qui se prépare. Les blindés et les chars repartent en sens inverse. Après une longue série d'exercices de l'OTAN, ils quittent l'Europe et vont retourner aux États-Unis. Non, le grand débarquement n'est pas pour tout de suite. Les Ukrainiens attendront. C'est frappant parce que quand on voit tous ces véhicules, ils regardent dans le sens inverse de l'Ukraine. Ils regardent vers la mer. Ils vont effectivement traverser l'océan Atlantique et repartir à la maison aux États-Unis. Non, ils n'iront pas en Ukraine. Ils repartiront. Alors cela dit, l'espoir fait vivre malgré tout et dans la coulisse, les choses avancent. Les choses avancent, ce n'est qu'un symbole, mais il est important. 2 pilotes de chasse ukrainiens sont arrivés sur le sol américain, en Arizona. Biden avait dit non à la livraison d'avions de chasse. L'armée prépare le oui. Visiblement, l'armée prépare le oui. 2 premiers pilotes qui sont arrivés. Et on peut dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'ils sont le symbole de ces centaines, de ces milliers de soldats ukrainiens qui, en ce moment même, à bas bruit, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, sont en train d'être formés à la conduite de chars lourds, aux avions de chasse, en Pologne, en Grande-Bretagne, dans d'autres pays d'Europe orientale. Et on peut dire que l'Occident, oui, est en train de préparer la contre-offensive ukrainienne qu'on annonce dans les semaines qui viennent sur le front, au Donbass, peut-être ailleurs. On en avait parlé il y a quelques jours de l'imminence de cette contre-offensive. Eh bien, les Occidentaux prennent leurs responsabilités et une partie de cette armée ukrainienne qui l'amènera, peut-être le fer de lance de cette armée ukrainienne qui mènera cette contre-offensive, est en formation sur nos terres. Quand je dis nos, c'est évidemment les terres occidentales. Alors, est-ce le bon choix? Et est-ce déterminant peut-être dans la préparation de cette contre-offensive? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table ce soir le général Dominique Trinquant. Bonsoir général, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et qu'ici on apprécie beaucoup votre franc-parler et votre clairvoyance aussi souvent. On a parlé à l'occasion des contre-offensives ukrainiennes de septembre et de novembre, mais on a eu l'occasion de la vérifier aussi depuis. On a le plaisir d'accueillir Isabelle Lasserre. Bonsoir Isabelle. Bonsoir David. Vous êtes ancienne correspondante à Moscou pour Le Figaro et aujourd'hui spécialiste des questions de défense et de diplomatie dans le quotidien. On a le plaisir d'accueillir Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir David. Grand reporter et essayiste et éditorialiste ici à LCI. Et on a le plaisir d'accueillir Antoine Arjakovski. Bonsoir Antoine Arjakovski. Alors vous êtes historien, directeur de recherche au Collège des Bernardins. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes d'origine russe, biélorusse et ukrainienne. Absolument. Par vos grands-parents. D'ailleurs, c'est le reflet un peu de la vie de tous les jours, de l'histoire de cette région. Et c'est la raison pour laquelle je suis reparti en Russie, en Ukraine, travailler à l'ambassade de France pendant pas mal d'années, plus de 17 ans. Voilà, vous avez travaillé pour la diplomatie française, au ministère des Affaires étrangères français. Vous avez travaillé dans ces pays, vous en êtes un des grands spécialistes. Vous allez nous aider à comprendre. Bien, juste avant d'évoquer la manière dont
plus ou moins discrètement. Ces milliers de soldats, on ne parle pas de quelques dizaines de soldats, on parle de milliers de soldats qui sont formés en ce moment dans les pays occidentaux pour préparer cette contre-offensive, juste avant Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov, c'est une figure, c'est l'un des visages qu'on identifie dans cette guerre. C'est le chef des Tchétchènes, un fidèle de Vladimir Poutine. Ramzan Kadyrov a quasiment disparu des écrans depuis quelques jours, quelques semaines. Ramzan Kadyrov est gravement malade et beaucoup de choses indiquent qu'il a été empoisonné. Donc c'est ce que rapporte la Libre Belgique en particulier, mais d'autres médias occidentaux sur la foi d'informations tchétchènes. Alors, quelles sont précisément ces informations? Qu'est-ce qui accrédite cette idée-là? On va d'abord mettre tout sur la table et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Ramzan Kadyrov est donc malade et ça c'est à peu près incontestable. Oui, le tonitruant dirigeant tchétchène de 46 ans, qu'on a l'habitude de voir apparaître très régulièrement avec ses hommes, ne va pas bien. D'abord, ce sont ses absences qui intriguent. Depuis le lancement de l'offensive russe, chaque jour ou presque, Kadyrov se mettait en scène aux côtés des Kadyrovtsi, les fameuses troupes tchétchènes. Il s'est même rendu 2 fois en Ukraine. Or, depuis quelques semaines, on ne le voit plus ou presque plus. Et lorsqu'il poste des vidéos de lui-même, c'est à l'intérieur, dans ses bureaux, avec ses plus proches conseillers. Certains observateurs ont surtout été très surpris de ne pas voir Ramzan Kadyrov au grand discours de Vladimir Poutine sur l'état de l'Union, sur l'état de la nation. C'était le 21 février. Et puis, il y a un premier constat. Son apparence physique a changé. Vous le voyez ici à gauche, il y a tout juste un an. Et ici, à droite, il y a quelques jours. La métamorphose est évidente, on voit son visage bouffi, son teint rougi, il semble pouvoir à peine ouvrir les yeux. On voit également sur certaines images qu'il se déplace plus difficilement, que ses vêtements sont serrés. Alors de quoi ce changement physique est-il le signe? Eh bien pour beaucoup de médecins, c'est le symptôme d'une utilisation à haute dose de la cortisone, connue justement pour entraîner des prises de poids et des gonflements. Alors pourquoi Ramzan Kadyrov prendrait-il de la cortisone? Eh bien là, une partie de la presse allemande et belge croit savoir que Ramzan Kadyrov souffre des reins et du foie. C'est typiquement le genre de mots pour lesquels on utilise de la cortisone. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse récurrente au sein de plusieurs boucles télégrammes, notamment d'un empoisonnement. Effectivement, plusieurs médias l'évoquent désormais depuis quelques jours. Le quotidien belge, la Libre Belgique ou encore le tabloïd anglais Daily Express. Ils se font l'écho de boucles télégrammes, principalement dans les milieux de l'opposition tchétchène. Alors pourquoi évoquer cette thèse? Eh bien, d'abord parce qu'il y a un précédent dans l'entourage proche de Kadyrov. Le 13 février, le dirigeant poste cette photo. Il pose main dans la main avec Apti Alodinov, c'est l'un de ses bras droits, le commandant des forces spéciales tchétchènes. Photo qui est justement accompagnée d'une annonce. Mes amis, notre très cher frère Apti Alodinov a été empoisonné il y a quelques jours. Puis il décrit le mode opératoire. Alodinov a reçu une enveloppe imprégnée d'une substance toxique. Il se trouve maintenant dans un hôpital de Moscou. Et puis quelques jours plus tard, il pointe un responsable, l'Ukraine. L'ennemi n'a pas trouvé de meilleure idée que de l'empoisonner, mais il a échoué. C'est le lot des Ukrainiens, échoué et échoué encore. Ensuite, les soins prodigués à Ramzan Kadyrov intriguent parce qu'il n'est pas pris en charge dans un hôpital tchétchène, il n'est pas pris en charge dans un hôpital russe. Il a confié son sort à un médecin des Émirats arabes unis et selon un journal tchétchène d'opposition, le jet privé de luxe du dirigeant tchétchène a effectué plusieurs voyages récemment aux Émirats arabes unis et il enchaîne. Le néphrologue en chef des Émirats arabes unis, le docteur Yassine Ibrahim El-Sharad, médecin renommé ayant 30 ans d'expérience, lui rend visite également à Grozny. Et pour lui, Kadyrov ne fait pas confiance aux médecins de Moscou. Bon, il y a par ailleurs une autre considération, et ça, on va s'en entretenir ensemble. Merci Justine. C'est que Kadyrov a beaucoup agacé Moscou ces derniers mois en critiquant vertement l'armée russe
Il a notamment indiqué qu'elle menait cette guerre en dépit du bon sens. Il a eu des déclarations incendiaires. Il faut déclarer la loi martiale à toutes les frontières et se servir de l'arme nucléaire tactique pour mettre fin à l'humiliation de l'armée russe. La vérité, c'est la première victime de la guerre. C'est pas nouveau. Donc il est très difficile à ce stade d'avoir des certitudes, évidemment. Est-ce que je peux vous demander un sentiment, Vincent? Oui, volontiers. Pour ajouter quelques éléments factuels à la démonstration de Justine à l'instant, j'ai fait un petit test tout simple. J'ai regardé dans le fil de l'agence France Presse, la dernière occurrence où le nom Kadyrov apparaît, 12 janvier dernier. Bon. Alors que c'était un acteur majeur. Presque 2 mois. Qui était engagé dans une sorte de rivalité dans la loyauté à Sa Majesté Poutine avec Prigojine. Prigojine occupe l'espace, Kadyrov en a quasiment disparu. Mais pas tout à fait. Aujourd'hui même, et je crois que ça n'est pas fortuit, Denis Pouchiline, qui est donc le président, entre guillemets, de la République populaire de Donetsk, a posté une vidéo où il rend visite au dit Kadyrov dans ce qu'on appelle là-bas l'université de l'opération militaire spéciale à Grozny, où l'on forme donc la crème de la crème supposée des forces spéciales tchétchènes de demain. Pouchiline, gouverneur pro-russe. Absolument. Bien situé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si ces images sont authentiques et qu'elles datent bien d'aujourd'hui, comme cela est indiqué, on voit effectivement un Kadyrov bouffi, un peu somnolent, c'est vrai, mais accueillir le dit Pouchiline et ensuite prendre le thé autour d'une table bien garnie avec lui. Moins anecdotique peut-être. La semaine dernière, Vladimir Poutine a reçu l'un des fils de Kadyrov, prénommé Armat, d'ailleurs comme son père, et en hommage donc au grand-père, un ancien grand moufti de Grozny, qui avait tour à tour été l'auteur d'une fatwa pour le djihad contre la Russie, première guerre de Tchétchénie, avant de retourner sa casaque et de devenir un partisan forcené du Kremlin. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il y a là une sorte d'intronisation d'un dauphin. D'abord, en plus, ce jeune homme a 17 ans, il est venu le voir en amont de son mariage, c'est une tradition, paraît-il. Mais on ne peut pas oublier quand même que c'est bien Poutine lui-même qui, après l'assassinat du père Kadyrov, donc Armat, avait en quelque sorte installé son fils d'abord dans un poste de Premier ministre, parce qu'il n'avait pas l'âge requis, puis à la présidence de la Tchétchénie. Je pense qu'il est incontestable que Ramzan Kadyrov est malade. La gravité de cette maladie, c'est difficile d'en juger, mais vous avez raison, ça fait 2 mois qu'il a quasiment disparu des radars. Et je voudrais simplement vous montrer quelques images, les images auxquelles nous avait habitué Ramzan Kadyrov, qui aimait bien, à l'instar de Poutine, montrer les muscles et montrer qu'il était un homme fort. Il avait l'habitude, par exemple, de s'afficher en public en train de faire des pompes. Alors, pompes très imparfaites, franchement, et disons qu'il est allé des pompes au coup de pompe, oui. Il est allé des pompes au coup de pompe. Ça, c'est signé Vincent Hugeux. Non, mais alors... Bon, autre image un peu plus probante sur sa condition physique. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que c'est des athlètes de haut niveau. Je dis que ces hommes aiment s'afficher comme des hommes physiquement forts. On le voit là en train de tirer un 4x4 à la force des bras. Oui, ces images sont un peu plus anciennes. Ah oui, c'est à quelques années. Mais en tout cas, c'était sa manière d'être. Or, plus rien du tout, effectivement. Depuis quasiment 2 mois, Isabelle, quelle est votre impression à vous ? Alors, moi, j'ai l'impression d'être dans Game of Thrones. C'est-à-dire qu'on a le tsar, le patron, qui montre des signes de faiblesse à Moscou. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'emparer de Barmout, il n'arrive pas à organiser sa mobilisation. Il est de plus en plus critiqué à l'international. Et on a les clans autour de lui qui ont toujours été en concurrence, notamment en concurrence pour s'approprier les ressources de la Russie, en concurrence financière, mais qui aujourd'hui sont en conflit, se placent en configuration d'être soit les potentiels successeurs, soit le clan qui remplacera Vladimir Poutine quand Vladimir Poutine devra partir. Alors ils sont plusieurs. Il y a le clan de Kadyrov et de Prigojine. Là, c'est plutôt la partie des sanguinaires. Il y a le clan autour de Nikolai Patrouchev, qui est le président, le directeur du Conseil national de sécurité. Alors là, c'est plutôt les copains de Poutine. Et il y a un 3e clan autour de ce qu'on appelle les patriotes. Alors là, c'est des partisans du dictateur
dictature encore plus dictatoriale que celle de Vladimir Poutine. Et donc, on a l'impression qu'ils sont tous en ordre de bataille. Ils se constituent tous leur propre armée. Kadyrov a dit qu'il voulait faire concurrence à Prigojine et avoir. Il a dit, il a fait des compliments sur Wagner en disant que cette armée est absolument extraordinaire, qu'elle avait des succès faramineux. Je ne sais pas très bien où il les voit les succès parce qu'ils sont même pas capables encore de prendre Barmout. Mais visiblement, il y a une volonté de la part de Kadyrov d'imiter Prigojine. Donc ils se constituent des armées, ils ont des espèces ils sont financés par des banques occultes, ils ont des grandes leur puissance, ils sont adossés sur des grandes entreprises et ils se préparent sans doute à un jour remplacer le tsar, le chef suprême, et ils se font des ennemis. C'est là que vous voulez en venir? Alors, ils se font des ennemis, évidemment, ça agace Vladimir Poutine. En plus, il y a des compétitions directes, sans doute, entre Kadyrov et Prigojine, entre Prigojine et Patrouchev, entre les patriotes et les autres, et entre Poutine et tous les autres. C'est-à-dire que jusque-là, Vladimir Poutine avait réussi, en fait, à instaurer un espèce d'équilibre précaire, mais entre tous ces groupes qui découpent le pays, hein, ces groupes prédateurs qui se servent sur les ressources naturelles du pays et fondent petit à petit leurs armées. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'il est faible et en fait, les clans sont en train de devenir de plus en plus vocaux. Puis surtout, c'est ces organisations militaires qui se multiplient. C'est-à-dire qu'il y a des milices qui sont en train de se séparer du FSB, hein, le FSB, le successeur. Mais où est-ce que ça vous conduit par rapport à Kadyrov et ce qui lui arrive aujourd'hui? Sa disparition, il est malade, c'est évident. Il est malade. S'il a été empoisonné, il a été empoisonné par quelqu'un. Alors, par qui? Je ne sais pas, moi. Hein. En général, ce sont les méthodes russes, l'empoisonnement. Il y a l'empoisonnement, il y a de plus en plus regardez, le président géorgien a été lui-même empoisonné il y a 3 mois, par petite dose. Navalny a été empoisonné. Navalny, en général, c'est la marque des Russes. Ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine a ordonné l'empoisonnement de Kadyrov, hein, parce qu'il peut y avoir. Il l'a décoré il n'y a pas très longtemps. Il en a fait un colonel général de son armée. Il ne faut surtout pas faire ce genre de raccourci. Enfin, visiblement, il y a une bataille qui est engagée entre tous ces clans, et ces clans. En plus, on peut rajouter Shoigu, le ministre de la Défense, qui lui aussi est en conflit avec tous ces groupes. Bon. Antoine Kharchakhovsky. Moi, je suis plutôt réservé sur la thèse de l'empoisonnement, parce que d'abord, ce ne serait pas du tout l'intérêt de Poutine que d'éliminer Kadyrov. Poutine, pas forcément. Oui, ou Shoigu, ou l'armée russe. Bon, là, j'ai pas d'informations précises. Par contre, effectivement, j'ai vu la vidéo où il est avec Pouchiline. Alors, c'est vendredi dernier, ça a été montré aujourd'hui, mais ça s'est passé vendredi dernier. Et la discussion avec Pouchiline portait sur la formation des miliciens du Donbass, de la République autoproclamée de Donetsk, en Tchétchénie, par les hommes de Kadyrov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont répartis la tâche avec Prigojine. Sur les terrains, les Tchétchènes n'ont pas fait leurs preuves. Ils ont été éliminés par l'armée ukrainienne. Donc ce qui a été décidé, et c'est pour ça qu'on en entendait moins parler. Éliminés physiquement. Éliminés physiquement par l'armée ukrainienne. Ils n'étaient pas à la hauteur. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que Prigojine, avec Wagner, sont en première ligne, tandis que les Tchétchènes sont en deuxième ligne pour aider cette république autoproclamée de Donetsk de faire la police dans les territoires qui sont repris à l'Ukraine. C'est ça. Et donc pour ça, il faut de la formation. Et c'est de ça dont ils ont parlé vendredi dernier. Un travail de police plus qu'un travail de militaire, en quelque sorte. Absolument. Et donc ça veut dire que il y a quand même un enjeu, et là je rejoins ce que vient de dire Isabelle, il y a un enjeu pour le pouvoir central, parce que ça veut dire que peut-être que Pouchiline s'inquiète un petit peu du fait qu'il n'a pas les hommes suffisamment nombreux pour pouvoir assurer ces opérations de police dans les territoires occupés. Et ça veut dire aussi que Kadyrov veut renforcer ses troupes, voyant qu'elles n'ont pas fait leurs preuves sur le terrain. Donc ça peut miner l'autorité centrale de l'armée russe depuis Moscou. Et sur sa santé, sur un éventuel empoisonnement, on en est réduit à des hypothèses ou des suppositions. Oui, des conjectures qui pour l'instant n'ont pas, à mon avis, suffisamment de preuves. C'est pas quelqu'un qui... L'opposition tchétchène, pardonnez-moi, a tout intérêt à évoquer la thèse d'un empoisonnement.
Oui, et d'ailleurs, les informations du Bild, elles viennent de Zakayev, qui est l'ennemi de Kadyrov. Donc, on veut montrer par là qu'il n'est pas aussi fort qu'il ne le veut le montrer, quoi. Est-ce que vous avez, vous, un regard particulier là-dessus? Le regard simplement sur les deux chefs de guerre, Kadyrov et Prigojine, qui sont en concurrence avec l'armée russe. Alors Prigojine, Kadyrov, depuis 2 mois, on n'entend plus parler de lui, mais pas plus des Tchétchènes d'ailleurs. Les forces tchétchènes qui ont été évacuées, effectivement. Prigojine, lui, est toujours présent sur le devant de la scène. Il a aussi beaucoup, et même plus violemment peut-être que Kadyrov, critiqué l'armée russe, critiqué directement Shoigu, et donc tous les deux ont beaucoup d'ennemis dans l'armée russe, ou du moins, j'irai pas dans l'armée russe sur le terrain, mais probablement dans la sphère autour de Poutine, Shoigu et Gerasimov. Donc, se faire des ennemis comme ça en Russie, il y a un moment où ça tourne mal. On l'a vu dans les commentaires à propos de Prigojine dont on parlait précédemment, où d'un seul coup, il était obligé de faire 180 degrés parce qu'il s'était aperçu qu'il était allé un peu trop loin. Oui. Et que probablement, on lui a dit, si tu tiens à ta vie, tu as intérêt quand même à changer de registre. Donc, mais lui, il n'est pas impossible qu'il y ait eu une action, de qui, je ne sais pas, mais parce que la compétition est trop importante avec l'armée russe. Est-ce que... Oui. Oui. Est-ce que l'un d'entre vous, Vincent, Isabelle, Antoine, avait rencontré Kadyrov? Parce qu'on imagine qu'il doit être surprotégé, ultra méfiant. Il me semble me souvenir comment des guerres en Tchétchénie, lorsqu'il avait accédé au pouvoir, on avait parlé d'un goûteur, de quelqu'un qui était même qui goûtait même ses plats. C'est dire si l'idée d'un empoisonnement était présente dans les esprits. Un très grand classique du cursus de tout tyran. Que ce soit en Russie, en Tchétchénie ou en Afrique ou ailleurs, le goûteur. Bon, c'est aussi un marqueur de votre pouvoir. Parce que quelqu'un est prêt à mourir pour protéger votre santé. Sur l'empoisonnement, je me souviens que à l'époque donc de la disparition de Apti Alodinov, ce commandant auquel Justine faisait allusion tout à l'heure. Qui va mieux aujourd'hui d'ailleurs. Oui, mais une des thèses qui circulait, et pas seulement au sein de l'opposition tchétchène, c'était que la lettre toxique qui lui avait été adressée pouvait venir par un circuit plus ou moins opaque du FSB lui-même. Bon, alors je n'en sais rien, mais je sais que cette thèse a circulé. Et puis il y a un autre décès très suspect, dont on parle moins, qui est moins connu, un certain Abdelkarim Edilov, qui était à l'origine un champion du MMA, vous savez, cet art martial particulièrement brutal, que Kadyrov prise lui-même beaucoup. Il en avait fait son vice-premier ministre, chargé de la jeunesse et du budget. Ils étaient du même village, du même clan, Tsentovoy. Et 5 semaines après sa démission inexpliquée, il est parti rejoindre le village des ancêtres sans qu'on le sache comment, pourquoi. Puis n'oublions pas que la mort en son jardin, c'est-à-dire que Kadyrov est quelqu'un qui a aussi non seulement causé le trépas brutal de journalistes, de militants et militantes des droits de l'homme, mais aussi de dissidents. On allant les chercher parfois à Istanbul, à Vienne, un ancien de ses gardes du corps, ou encore à Dubaï. Donc, je veux dire, on est quand même dans un milieu, on parlait de Game of Thrones tout à l'heure, mais c'est quand même assez picaresque tout ça. Voilà, et on est dans un milieu où l'empoisonnement est pratiqué comme la poignée de main. On exagère peut-être un peu, mais... non, je crois qu'on n'exagère pas tellement. On n'exagère pas tellement. Bon, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Alors on avance. On avance avec l'une des informations principales, non pas de la journée, parce que c'est un mouvement de fond à bas bruit, encore une fois, mais il est bel et bien lancé. C'était une perspective et c'est désormais une réalité. L'Occident est en train de préparer la relève de l'armée ukrainienne, sans doute dans la perspective de la contre-offensive qu'on évoque de plus en plus souvent. Blindés, chars, canons et même avions de chasse, des milliers de soldats ukrainiens sont de fait en train d'être formés sur le sol occidental dans plusieurs pays. Et le symbole peut-être de ce mouvement, c'est que 2 pilotes de chasse ukrainiens sont arrivés en Arizona. Je ne sais pas si on dit en Arizona ou dans l'Arizona. Alors, est-ce qu'ils vont être directement formés? On va voir ça en détail, mais en tout cas, c'est le symbole d'une politique officielle d'aide qui n'abat pas toutes ses cartes, en particulier sur les avions de chasse. Personne n'a dit « je vais livrer des avions de chasse à l'Ukraine ». Et pourtant, des pilotes ukrainiens sont bel et bien en train d'être formés ici ou là, même aux États-Unis. On se souvient que Biden avait dit non, pas d'avion de chasse. Finalement, à bas bruit, encore une fois, sous les radars, oui,
la relève de l'armée ukrainienne est en train d'être formée en Occident. D'abord, les faits, on met tout sur la table. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est donc officiel, des pilotes ukrainiens sont arrivés assez discrètement, mais enfin un média américain l'a révélé, sur le sol américain. Et oui, c'est une information de la chaîne américaine NBC. Il s'agit, vous l'avez dit, de 2 soldats, 2 pilotes de chasse de l'armée de l'air ukrainienne, habitués généralement à voler sur des MiG-29 ou des Sukhoi 25. Et ils viennent d'arriver à Tucson, en Arizona, sur la base américaine de Davis Monthan, base donc de l'armée de l'air américaine. Est-ce à dire qu'ils vont immédiatement apprendre à piloter les fameux F-16 américains ? Pour cela, il faudra peut-être encore attendre un peu. Selon NBC, ils vont d'abord être évalués pour savoir quel est leur niveau de pilotage et donc déterminer combien de temps, combien d'heures de formation serait nécessaire. En quelque sorte, ils vont servir David de cobaye. Rappelons que pour les F-16 américains, on parle de formation de 18 mois, mais le délai peut être beaucoup plus court pour des hommes expérimentés. Comment vont se dérouler ces tests? Principalement sur un simulateur de ce genre, couramment utilisé par les armées de tous les pays. Point important, ils ne sont pour l'instant ces pilotes que 2, mais une dizaine d'autres pourraient les rejoindre, si ce n'est pas déjà le cas, dans le courant du mois. Pourquoi cette image est-elle importante? Parce que tout le monde, vous l'avez dit, a en mémoire le mot de Joe Biden quand on lui parlait de livraison d'avions américains à Kiev. Il avait tout simplement dit non. Il semble donc que la réponse ne soit pas aussi tranchée. Voilà, ils ne sont que 2, peut-être 10 bientôt, mais c'est un symbole. Et c'est un symbole fort, surtout que d'autres pays alliés des États-Unis ont pris les devants. Oui, le mouvement est bel et bien lancé. Depuis plusieurs jours, d'autres pilotes ukrainiens ont commencé leur entraînement. En Angleterre, cette fois, sur ces avions. Les voici, les Typhoon, des avions de chasse aux normes de l'OTAN ou des Hawk T2 qui servent régulièrement d'avions école pour les pilotes britanniques eux-mêmes. Combien sont-ils ces pilotes ukrainiens? L'information est secret défense. Ce que l'on sait en revanche, c'est que dès la fin de l'année dernière, l'armée de l'air ukrainienne, très prévoyante, avait sélectionné une 50aine de pilotes prêts à partir en formation, des hommes aguerris avec une solide expérience sur les avions soviétiques et dont certains avaient en plus déjà suivi des exercices avec l'armée de l'air américaine avant la guerre avec la Russie. Même secret, David, sur la durée de cette formation, il est question selon les Britanniques de 6 mois. En tout cas, les États-Unis et le Royaume-Uni ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mateusz Morawiecki, le Premier ministre de la Pologne, indiquait ceci il y a quelques jours. Nous sommes prêts à mener une telle formation sur des chasseurs F-16 en Pologne. Il est très important, dit-il aussi, que le ciel ukrainien soit enfin sûr. Bref, le Premier ministre letton, Artur Kreščianis-Kariņš, résume les choses à sa manière. La livraison d'avions de chasse n'est qu'une question de temps. La Lettonie, membre de l'OTAN, membre de l'Alliance Atlantique. Et dans le même temps, alors que l'Ukraine attend des livraisons de chars d'assaut, eh bien des centaines, des milliers de pilotes de chars ukrainiens, eux aussi, sont accueillis en Occident. Oui, et là, c'est une opération, David, d'une toute autre ampleur. Une centaine de pilotes de chars sont en ce moment même en plein exercice sur les fameux Léopard 2 allemands. Ils sont en Pologne, sur la base de Świętochów, c'est au sud-ouest du pays. Et en voici les premières images. Le début de la formation se fait là aussi sur un simulateur, une sorte de poste de commandement du Léopard, reconstitué, vous le voyez, en intérieur, qui est ouvert pour que l'on puisse examiner le pilote. C'est là que les Ukrainiens apprennent à piloter, à charger le canon, à manœuvrer. On les voit ici à l'œuvre, avant de s'entraîner cette fois à l'air libre sur de vrais chars Léopard. Une centaine d'autres ont également commencé leur formation aussi dans le sud de l'Angleterre, sur cette fois les fameux chars Challenger britanniques. Normalement, la formation dure 7 semaines, mais pour les Ukrainiens, elle serait accélérée et réduite à 21 jours selon un militaire britannique responsable de la formation. Donc, si on se résume, une centaine de soldats en Pologne, une centaine en Grande-Bretagne. Si l'on considère d'autres types de blindés comme les Bradley américains, là, ce sont 600 soldats qui viennent d'achever leur formation sur une base américaine en Allemagne. Une autre promotion, entre guillemets, va prendre le relais. Bref, on peut dire sans exagérer, David, que ce sont en ce moment des milliers de soldats ukrainiens qui sont en train de former une nouvelle force vive pour cette armée de Kiev. Ce n'est plus un projet, c'est désormais une réalité avec une perspective évidemment, la contre-offensive que prépare l'armée ukrainienne. Oui, on n'a pas parlé de la France évidemment, où il y a aussi, on ne connaît pas le chiffre, mais
la France qui livre des chars légers. Jusqu'à présent, elle formait des Ukrainiens, des soldats ukrainiens à ses canons César. Elle en forme aussi pour ses chars légers, la République tchèque également. Bref, est-ce qu'on est en train d'assister, Général Trinquant, oui, à la formation de cette relève de l'armée ukrainienne, peut-être pas en nombre, mais en tout cas en qualité, qui va mener la contre-offensive? Oui, alors juste trois choses. D'abord, la formation, ça fait plusieurs mois qu'elle a commencé. Vous parliez des Césars en France, par exemple. On a formé les artilleurs en France, maintenant, il y a un petit moment. Hein. Mais est-ce qu'elle n'a pas changé d'échelle? Alors, je répète, au début, c'était essentiellement pour s'adapter au matériel qui avait été donné. Je parle des Césars, mais aussi une formation plus globale et plus fondamentale. 10 000 soldats formés en Grande-Bretagne. Une mission européenne pour former 15 000 soldats. Mission européenne. Donc ça veut dire financé, etc., par l'Union européenne, avec formation en Pologne et en Allemagne en particulier. Et là-dedans, vous avez deux types de formation. La formation générale, être capable avec un groupe tactique de faire de la manœuvre interarmes, voire interarmée, ce qui est quand même quelque chose d'assez compliqué avec les différents systèmes solaires, artillerie, chars, infanterie, etc. Donc c'est cette formation-là. La formation spécialisée, déminage, artilleurs, blindés, donc toutes ces formations spécialisées. Donc ça a commencé depuis plusieurs mois, mais c'est vrai qu'on en parle maintenant parce que, en fait, ils atteignent bientôt le moment où ils sont prêts. Et il doit y avoir convergence des trajectoires entre la formation et la livraison des matériels, de façon à ce que les mêmes puissent former des brigades blindées aidant à la contre-attaque. Ça, c'est pour la formation, j'allais dire, du terrain que je suis et sur lequel je comprends à peu près les choses. Sur la formation des aviateurs, je trouve que c'est assez intéressant parce que les démarches américaines ou britanniques, puisque les Britanniques les forment aussi, en fait, c'est une façon... Les militaires, vous savez, on attend toujours la décision politique. Tout le monde dit, un jour va venir la décision des aviateurs. Et là, on va vous dire, pourquoi ils ne décollent pas? Et donc, les militaires préemptent en formant les gens avant, pour que le jour où le politique va se décider à dire « ça y est, on les forme », on ne dise pas « attendez, il faut un an pour les former ». Ils vont les évaluer sur les simulateurs. Alors les simulateurs, c'est vrai pour les avions, pour les chars. Maintenant, c'est des systèmes extrêmement économiques qui permettent de former des gens de façon permanente, sans utiliser de gasoil, sans risquer de casser les engins, etc., etc. Donc, je pense que la nouvelle... Vous avez déjà pratiqué vous-même les simulateurs? Ah bien sûr, oui, on est obligé dans les chars. Ah oui, bien sûr, dans les chars, on est obligé. Maintenant, si vous voulez, vous faites travailler les gens en permanence dans les simulateurs, il y en a dans les régiments, et ça évite de sortir les engins en permanence, ce qui coûte très cher. Et c'est vraiment la même chose. Vous êtes dans un simulateur, c'est vraiment comme si vous étiez dans un char. La seule chose, quand vous tirez au canon, le tir au canon n'est pas exactement le même. C'est vrai, le pilotage, c'est étonnamment réaliste. Vous sortez de piste, vous vous retournez avec votre char. Hein. Dans le simulateur. Dans le simulateur, oui. Alors, l'avantage, c'est que vous ne cassez pas le char. Mais vous en prenez un peu les coups. Hein. En revanche, au moment du tir, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose au moment du tir. Donc, il y a toujours l'appréhension. Peut-être le stress n'est pas le même aussi. Bien sûr. Oui. Le stress n'est pas le même. Alors, les instructeurs sont très forts. Hein. Ils vous mettent du stress en permanence, le réseau radio qui cale, le problème mécanique qui ne fonctionne pas. On vous introduit tout ça, la vitesse du vent, la température, tout ça. On vous introduit ces trucs-là. Mais donc, pour revenir simplement à la décision, qui semble être prise par les armées de former des pilotes d'aviation, je trouve que c'est très intéressant. Ça veut dire que les armées se disent... Un jour, il y aura la décision politique. Comme le Donc, Premier ministre. Autant s'y préparer maintenant. Comme le Premier ministre. Et on gagne beaucoup de temps. Exactement. Simplement, d'un point de vue militaire, général, est-ce que pour vous, ces milliers de soldats, avec le matériel qui va avec, parfaitement formés pour les utiliser, vont être un élément important de cette contre-offensive ukrainienne? Un élément décisif. Un élément décisif. Décisif. Parce qu'il va falloir mettre en œuvre tous ces matériels très différents et que les Ukrainiens n'avaient pas l'habitude de pratiquer. Mais en plus, il va falloir globalement savoir les intégrer dans une manœuvre interarmes. Et ça, on apporte l'aspect technique, on apporte toute cette formation, et in fine... Interarmes, pardonnez-moi, mais pour les profanes, ça veut dire toutes les armées. Artillerie, non. Interarmes, c'est ce qui se passe au sol. Génie, artillerie, solaire ou sol-sol, char, infanterie, logistique,
qui fait partie de la Tout manœuvre. ça doit marcher ensemble. Tout ça doit marcher ensemble. Alors le plus, c'est la manœuvre interarmée, c'est-à-dire à quel moment l'aviation, les hélicoptères, etc. interviennent. Je pense que là, ça va être un peu moins le sujet. Donc il y a l'interarme et puis l'interarmée. Voilà, d'accord. exactement. Non, mais on L'interarmée, essaye c'est terre-air-mer. Et là, tout ceci est livré aux états-majors ukrainiens, qui doivent s'entraîner aussi, et ensuite la manœuvre, elle est montée par les Ukrainiens. C'est eux qui, depuis plusieurs semaines, disent « on va monter une offensive ». Et comme je le dis souvent, sur l'offensive, aujourd'hui, il y a 2 options. L'offensive maintenant, dans les semaines qui viennent, là, avec le matériel déjà disponible, donc assez peu de matériel occidental, uniquement le matériel déjà en dotation dans l'armée ukrainienne, soit l'offensive à la fin du printemps, au début de l'été, avec le matériel occidental. Et ça peut faire une grande différence sur le rapport de force, parce qu'on pense que c'est à l'été qu'il va falloir démontrer que les Russes ont raté. On parlera peut-être de Bakhmout, mais que leur offensive ne fonctionne pas. Mais qu'en revanche, les Ukrainiens sont capables de monter une offensive comme celle qu'ils ont montée à Kharkiv, par exemple, au mois de septembre. Mais dernier point, puis je vous donne la parole. Si on compte sur une contre-offensive avec les soldats formés et le matériel occidental qui va avec, pour vous, c'est pas avant le début de l'été. Ça n'est pas avant le début de l'été. Écoutez, les chars, on en parle. Il y en a 3 ou 4 qui sont arrivés en Pologne la semaine dernière. L'entraînement continue. On avait dit fin mars pour les chars, Léopard notamment. Alors, les chars français, les amis d'ICRC, c'était fin mars. Effectivement, je crois qu'ils sont là-bas la semaine prochaine avec des équipages entraînés en France. Les chars Léopard, ça dépend des pays. Quand ils arrivent d'Espagne, quand ils arrivent de Finlande, c'est plus compliqué que quand ils arrivent d'Allemagne ou de Pologne. Donc il faut amener tout ça, il faut mettre la logistique, il faut mettre en place les munitions, le carburant, les pièces détachées. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que moi je vois ça plutôt à la fin du printemps et au début de l'été. Et ceci est en lien, pardonnez-moi, je prends trop de temps, mais avec la manœuvre aujourd'hui à Bakhmout. C'est-à-dire, on tient pour user l'armée russe et permettre aux forces de se préparer pour une offensive. Vincent, est-ce que c'est effectivement à bas bruit la contre-offensive ukrainienne qui est en route? En tout cas, il s'agit des préparatifs pour rendre crédible le scénario d'une contre-offensive d'envergure, dès que les conditions climatiques et logistiques le permettront. Effectivement, je pense que les Occidentaux ont tiré les enseignements du semi-échec relatif aux chars. Il y avait une incertitude, donc aucune décision politique n'a été prise. Et aujourd'hui, on regrette amèrement les 4, 5 ou 6 mois perdus, qui contraignent justement l'armée ukrainienne à consacrer énormément d'énergie et d'hommes, il faut le dire, pour tenir et donc se donner le temps d'eux. Il y a un deuxième message, à mon avis, en filigrane. C'est un message qui est adressé à Moscou. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de dire, vous vous souvenez de la phrase fameuse, le mantra de Poutine par rapport au spectre nucléaire, ce n'est pas du bluff. Eh bien, voilà, les Anglais disent « we mean it », on ne blague pas, on est sérieux. Ça veut dire que, quoi qu'il advienne, très bien, Biden dit non, pas de F-16 pour le moment, mais il a un adjoint à la défense, au Pentagone, qui dit la décision n'est pas prise. C'est pas la même chose. Niet et la décision reste à prendre, c'est pas la même chose. Et on pourrait effectivement rééditer le syndrome des chars lourds, c'est-à-dire on hésite, on dit non, c'est compliqué, mais pourquoi, etc. Mais ça veut dire qu'on s'y prépare. Et donc c'est à mon avis un signal qui est également adressé à Poutine directement. Antoine Arjakovski, on a toutes les raisons de se féliciter finalement. On dit souvent qu'il y a un décalage entre les mots et les actes. Alors il y a peut-être un décalage entre les mots sur la livraison et puis les délais. Mais là, on voit que l'Occident prend ses responsabilités sur les soldats ukrainiens. Oui, c'est important et ça contraste avec le fait que c'est tout l'inverse du côté russe. C'est-à-dire que là, il y a un vrai travail de formation, de préparation professionnelle qui n'est pas le fait des Russes. Justement, les opérations inter-armes, ils ont échoué. Zaloujny a dit au mois d'octobre, donc Zaloujny, c'est le patron de le chef d'état-major des armées ukrainiennes, il a dit on a mis 6 mois à battre une armée de professionnels, on va mettre 3 mois à écraser l'armée des amateurs.
Il faut un travail de formation aussi du côté russe pour faire toutes les opérations dont vous parlez. Et autant les Ukrainiens sont aidés du génie des armées occidentales et de l'OTAN, autant les Russes sont seuls. Et avec des tas d'officiers qui sont morts, tout simplement, pendant les 6 mois précédents. Donc moi, je vois effectivement que là, il y a un vrai contraste qui va au bénéfice de l'Ukraine. Là où je m'inquiète plus, c'est pas tellement sur la question militaire, parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'assez fort qui se prépare. Les démocraties sont longues, mais lorsqu'elles s'y mettent, elles sont efficaces. On l'a vu au XXe siècle. Là où je suis beaucoup plus inquiet, c'est qu'on parle beaucoup de contre-offensive militaire au printemps. Moi, je vois ça plutôt au mois de mai, mais peut-être que ça sera au mois de juin, je ne sais pas. Par contre, je n'entends pas beaucoup parler de la contre-offensive politique, on va dire. C'est-à-dire que si on ne réfléchit pas à, comme ça a été le cas ce week-end à Lviv, à un Rammstein judiciaire, qui pourra réellement juger Poutine et son entourage. Si on ne soutient pas l'opposition démocratique russe à prendre le pouvoir et à proposer une Russie paisible, libérée. Laquelle l'opposition démocratique? Celle de Navalny, par exemple. Lorsque Navalny, qui est en prison, certes, mais je pense souvent à Konrad Adenauer, qui était en prison sous Hitler, mais les Américains en amont avaient investi sur Konrad Adenauer, qui est devenu ensuite le chancelier allemand et l'artisan de la réconciliation franco-allemande. Il faut aujourd'hui investir sur cette opposition démocratique russe. Mais Antoine, c'est pas notre sujet, mais c'est très intéressant. Si l'Occident je me permets de dire que cette contre-offensive militaire seule ne suffira pas. Mais si l'Occident affiche son soutien à quelqu'un comme Navalny, est-ce qu'elle ne donne pas du crédit au discours de Poutine qui touche les âmes russes? On le voit bien sur le thème. L'Occident veut nous déstabiliser. L'Occident est à l'origine de tout et tire toutes les ficelles. Alors d'une part, Poutine, lui, ne se gêne pas pour faire des alliances avec tous ceux qui, en France ou en Europe, s'opposent à la démocratie et à l'Union européenne. Donc ça, je vois pas le problème. Et ensuite, de vouloir soutenir des démocrates russes... En quoi c'est difficile, en quoi c'est compliqué et en quoi, au contraire, c'est pour construire la paix, c'est pour permettre à la Russie authentique, de se sortir de cette impasse dans laquelle elle est. C'est pour la Russie qu'il faut faire non seulement un soutien à Navalny et à ceux qui sont en Russie, mais aussi à des gens comme Khodorkovsky, à Kasparov, qui sont en train de créer à Vilnius un comité d'action russe qui fédère toute l'opposition russe. On ne les voit pas, ils sont comme invisibles, alors que c'est la clé principale de la solution pour sortir de cette guerre le plus rapidement possible. Bon, on entend dire souvent que cette opposition-là pèse à peu près le même poids que Gorbatchev lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle et qu'il avait recueilli 0,5% des voix en Russie. Mais peut-être est-ce simplement une question de accréditer ce discours-là et peut-être le faire rentrer dans les Je crois au contraire qu'il y a une grande majorité de Russes qui sont contre cette guerre et qui ont besoin d'avoir une opposition démocratique qui soit capable d'avoir le soutien de l'Occident. Et malheureusement, l'Occident ne croit pas en la possibilité de la Russie de devenir un jour démocratique. Il faut y croire. Il faut y croire. Bon. On revient à nos moutons, si j'ose dire. Isabelle, je voulais vous faire entendre la dernière déclaration de Prigojine. Parce que dans la perspective de cette contre-offensive ukrainienne, et qui est soutenue là, pour le coup, vraiment par l'Occident à travers la formation de ces milliers de soldats désormais, l'échec, c'est vous qui y avez fait allusion, Général Trinquant, l'échec, parce qu'on peut parler d'échec d'une armée russe et d'un Prigojine, de Wagner, qui met tous ses soldats pour conquérir Bakhmout et qui n'y arrive pas, cet échec-là n'est-il pas une victoire et un encouragement formidable pour l'Ukraine à envisager? Bien sûr, Bakhmout tombera certainement. À un moment donné, la mâchoire russe parviendra à prendre en étau Bakhmout. Mais pour l'instant, si on regarde la carte, ça n'est pas encore le cas. Et les dernières déclarations, alors c'est les dernières déclarations rendues publiques de Prigojine, le chef de Wagner, qui à nouveau, face à ces difficultés, dit si on n'y arrive pas, c'est parce que Moscou nous prive de munitions, il y avait eu des engagements, ils n'ont pas été tenus et ça ressemble presque à un cri de défaite, en tout cas de défaite. Encore une fois, Bakhmout devrait être prise, mais au bout de combien de temps et avec quel sacrifice humain? Écoutez Prigojine. Если ЧВК «Вагнер» сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация.
Понятно, что фронт посыпется для российских границ, может быть и дальше посыпется. В общем, ситуация будет несладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают. Поэтому сегодня ЧВК «Вагнер» является цементом на самой верхушке, то, что стабилизирует в принципе и не дает противнику прорваться. Если мы отойдем, то мы войдем в историю навсегда, как люди. Montagénora Le Maire dit, ça a quelques jours, mais ça vient d'être diffusé. Et c'est dire à quel point cet endroit où toutes les forces russes se fixent et n'arrivent pas à triompher, cet endroit peut être, à contrario, un signe de la force de l'armée ukrainienne. Oui, oui, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ce nouvel engagement à bas bruit occidental qui sans doute un jour mènera à la fourniture d'avions de chasse, en fait il est le résultat de plusieurs choses. Le fait que les Occidentaux ont enfin compris que Vladimir Poutine n'allait pas changer, qu'ils aient compris que cette guerre était la leur aussi, parce que s'ils n'arrêtaient pas Vladimir Poutine, il allait sans doute recommencer ailleurs. Le fait qu'ils ont compris que les Ukrainiens se sont révélés être des héros et des combattants absolument extraordinaires, et aussi le fait que l'armée russe n'a pas été à la hauteur de ce qui était escompté, et que la dernière mobilisation annoncée à haut bruit quand même à Moscou, pour l'instant, ne donne absolument rien. Donc évidemment, c'est ce que dit entre les lignes Prigojine. Et il y a une autre chose, c'est que les Occidentaux au début voulaient, laisser un petit peu traîner en se disant on va finir par contenir Vladimir Poutine, ou alors les Ukrainiens vont perdre. En fait, aujourd'hui, ils savent qu'il faut aller vite, parce que le plus grand danger en fait d'un dérapage de cette guerre et d'une extension de ce conflit, c'est le temps. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de consensus. On a compris que plus on irait vite, plus la paix, une vraie paix, c'est-à-dire une paix avec la souveraineté ukrainienne complètement reconstituée, pourrait s'installer. Et les Occidentaux veulent aussi, les Américains veulent aussi aller vite, parce que en gros, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont été détournés momentanément pour revenir comme d'habitude sur le continent européen. Enfin, ils aimeraient quand même beaucoup s'occuper de choses qui leur importent plus, le Pacifique et la Chine. Et là où c'est aussi la dernière chose que je voudrais dire, c'est que moi, selon les là on va aussi expliquer les hésitations et le bas bruit sur les avions de chasse, c'est que les Chinois auraient prévenu les Occidentaux en disant si vous faites ça, on va armer la Russie pour qu'elle atteigne le même niveau que les armes occidentales ukrainiennes. Si vous livrez des avions... Si vous livrez des avions de chasse, on fera la même chose avec les Russes. D'où les hésitations occidentales. C'est aussi ça Alors ça, c'est une information. C'est une information, et c'est effectivement une information. Non, vous faites la moue, Vincent. Je suis un peu sceptique. Je crois que c'est une mise en garde tactique. C'est un calcul qui, vu de Pékin, a sa cohérence. Mais je reste persuadé, à tort ou à raison, que l'obsession pékinoise reste un conflit sous contrôle. Qu'on n'aille pas vers le chaos qui serait préjudiciable à ce qui est le projet global de la Chine, c'est-à-dire l'installation d'une superpuissance économique. Donc ce serait du bluff. Fait 20%. Menacer ne veut pas dire réaliser. Bien sûr, bien sûr. Jusque-là, Poutine, ça avait marché. Très rapidement, sur Prigojine, si vous permettez, David, un mot sur la mise en scène. Il pourrait parfaitement enregistrer ses messages dans un studio correctement éclairé, etc. Non. Il y a toujours des prophéties crépusculaires, ou alors on est sur la ligne de front, alors à distance respectable des combats quand même, en casque lourd. Donc c'est pour marquer l'urgence. Et son message-là, et pour marquer aussi la différence avec Shoigu qui, lui, on ne le voit pas sur le front. Bien sûr. Le ministre de la Défense russe. Et il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de moi ou le chaos, ou, si l'on préfère, sans moi, vous n'y arriverez pas, et contre moi, encore moins. Donc, il y a un mélange de virilisme traditionnel chez Prigojine et de quelque chose qui est de l'ordre d'une crainte montante. Quand il dit, par exemple, si on ne parvient pas à s'emparer de Barmout, le front va s'effondrer et on va perdre la Crimée. C'est grosso modo ce qu'il dit dans ce message. C'est le début de la fin. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se jouer autour de ça. Et, pardon, sur le fond, vous pensez qu'il a raison ? Si les Russes, malgré tous les efforts consentis, la concentration de troupes, le sacrifice des hommes, n'arrivent pas
à prendre Barmout, ce qui semble improbable. Mais s'il n'y arrive pas, est-ce qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est l'armée russe qui est enfoncée Non, mais Bakhmout, et la carte est assez parlante pour ça. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois qu'on en parle. 6 mois qu'on en parle. Depuis 6 mois, les Russes n'arrivent pas à le prendre. C'est ce qu'on appelle un abcès de fixation. Et là, la manœuvre ukrainienne est réussie. On ne parle que de Bakhmout. Tout se concentre sur Bakhmout. Ils perdent l'essentiel de leur force à Bakhmout. Guerre d'attrition. Pendant ce temps-là, ils ne s'occupent pas d'ailleurs. Et les Russes, eux, peuvent envisager, je dis bien envisager, je ne sais pas, puisque si ça peut être au mois de mai ou au mois de juin, ça va prendre du temps quand même, une contre-attaque ailleurs. Mais ils auront créé un accès de fixation où pendant 6 mois, les Russes auront combattu là-dessus. Donc évidemment, à la fin, si Bakhmout tombe, vous aurez sur tous les médias russes victoire, 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 mais la victoire, elle est ukrainienne là. Elle est ukrainienne. Elle a réussi à ce que la grande armée russe se concentre sur quelques kilomètres carrés de terrain et n'arrive pas à le prendre et perd des milliers de soldats là-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus, et c'est une victoire ukrainienne. Et ce serait surtout un échec cinglant pour Wagner et pour Prigojine, pas pour l'armée russe, mais pour lui en particulier. Bon, un dernier mot? Non, ce serait la fin de ses ambitions politiques s'il en a. Oui. Bon, alors on a vu Kadyrov en grande difficulté, Prigojine, si Bakhmout ne tombe pas dans les mains russes, en grande difficulté aussi. Décidément, l'ambiance n'est pas au meilleur dans l'entourage de Vladimir Poutine. Merci. En tout cas, ce qui est important, c'est que pendant que le monde a les yeux fixés sur Bakhmout, l'essentiel se joue sans doute ailleurs, et la formation de ces milliers de soldats en Occident en fait partie. Merci beaucoup, Général Trinquant. Merci Vincent, merci Antoine, merci Isabelle pour ces explications. On va évoquer la France parce que on entre dans le dur. La formule est de Jérôme Jaffray ce matin sur notre antenne, mais elle est tout à fait juste. On entre dans le dur dans ce conflit des retraites avec la perspective du blocage. On ne parle plus de manifestations, il y en aura demain. On ne parle plus seulement de grève, il y en aura évidemment. Non, on parle de la perspective d'une France bloquée et même peut-être d'une France à genoux, pour reprendre l'expression d'un des dirigeants d'une fédération de la CGT. Blocage dans les transports. Et là, on verra les prévisions à nouveau tout à l'heure. Blocage des raffineries, donc de l'approvisionnement. C'est la perspective aussi qui est donnée. Blocage des écoles, on a dans 60% de grévistes. Alors la question que je vais vous poser, d'abord je vais vous présenter tout simplement. Pascal Perry nous a rejoint. Bonsoir Pascal. Bonsoir David. Merci d'être avec nous. Anne-Sophie Alsif. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Vous êtes chef économiste à BDO France. On vous connaît bien sur ce plateau. Ruth Elkrief est avec nous. Bonsoir Ruth. Et Thomas Legrand. Bonsoir Thomas. Bonsoir David. Est avec nous aussi. Col roulé façon Bruno Le Maire. Économiser l'énergie, baisser un peu le thermostat. Je suis venu en scooter, à scooter, et j'ai eu peur d'avoir froid. Chroniqueur à Libération. Pour cette émission. Chroniqueur à Libération et journaliste à France Inter. Bien, faisons d'abord le point. Que sait-on ce soir à 19h? 19h, c'est l'entrée dans la grève des transports. Le préavis commence à 19h. Nous sommes entrés dans cette journée de grève, de manifestation et, point d'interrogation, de blocage de demain. On y est déjà. Donc on va savoir d'abord si vous pensez que le blocage est possible, qu'il est plausible. On va savoir si pour vous, ce blocage est légitime. La grève dans une démocratie, c'est parfaitement légitime. La manifestation, c'est parfaitement légitime. Est-ce que le blocage est légitime? Je vous poserai la question également. Voyons où on en est, comment ça se présente. Et les signaux qui nous permettent de dire oui, il va y avoir ou pas blocage à la lumière des informations de ces dernières heures. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Je rappelle d'abord les chiffres des transports. Blocage dans les transports demain, oui. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un TGV sur 5 seulement en circulation, 4 TGV sur 5 bloqués. C'est à peu près la même chose pour les TER, un train sur 5 seulement. Les intercités, quasiment aucun train, sauf peut-être un sur la ligne Paris-Brive, autour de Brive, si j'ai bien compris, mais il n'y aura quasiment pas de train. Un train. Un train. Un Paris-Brive. Un Paris-Brive, voilà. Métro RER, on ne va pas donner les chiffres détaillés, vous les avez sans doute découverts hier soir, mais trafic très perturbé, Bruce et tramway, là aussi quasiment aucune circulation.
Ailleurs, il y a beaucoup de secteurs qui entrent dans la grève ce soir ou demain matin. Est-ce qu'on va vers un blocage? A-t-il commencé? Où en est-on, Lucille? Premier front, les routiers qui sont entrés dans le mouvement hier et qui ont commencé les barrages ici à l'Esquin dans le nord, près de l'autoroute A1. Opération filtrage avec à la clé des embouteillages monstres. Écoutez ces manifestants. On ne réussit pas à se faire entendre avec les manifestations où on a amené des millions de personnes. Maintenant, il faut taper fort, il faut taper sur l'économie. Donc, l'économie, c'est quoi? C'est tous les camions qui circulent, les approvisionnements divers de carburant, de colis, etc., etc. Donc, on essaye par tous les moyens de faire reculer le gouvernement. On est prêt à aller là où il le faut. Si tous les Français veulent bien nous suivre, on ira au blocage du pays. Il suffirait d'une journée ou deux que tous les salariés de France s'arrêtent. Et on ferait vite comprendre et vite plier le gouvernement. Clairement, il ne s'agit que d'un apéritif, entre guillemets. On ne saura que demain si les syndicats routiers peuvent vraiment bloquer la France. Deuxième front, l'énergie. Là aussi, la grève produit ses premiers effets. Les agents de production EDF bloquent 2 des 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines depuis samedi. Et le mouvement a aussi gagné la centrale de Tricastrin dans la Drôme et de Saint-Alban dans l'Isère. Conséquence, la production a été baissée au minimum technique. Là encore, on saura demain si l'ensemble du parc nucléaire peut être touché. Troisième front, celui des raffineries. Dans le secteur, la CGT, le syndicat largement majoritaire devant la CFDT et devant Force ouvrière. On sait déjà que plus aucun camion n'entrera ou ne sortira des sites de la Med et de la Fosse-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône dès ce soir 20h. Et qu'à la raffinerie de la Donge, la grève est prévue jusqu'à au moins vendredi. Écoutez l'un des représentants de la CGT. On a explicité les décisions qui ont été prises par l'intersyndicale CGT, FO et CFDT. Aujourd'hui, c'est une grève reconductible qui s'amorce jusqu'à vendredi 13h30, date à laquelle nous referons un point avec les salariés pour voir les suites à donner au mouvement. À partir de demain matin, 5h, plus aucune goutte de carburant ne sortira de la raffinerie. Et puis d'un mot, on vient d'apprendre que 3 des 4 terminaux méthaniers, les ports qui accueillent des bateaux transportant du gaz naturel liquéfié, seront à l'arrêt pour 7 jours. Quatrième front, l'éducation. Bien sûr, beaucoup d'écoles, de collèges, de lycées seront sans doute fermées. Pourtant, la mobilisation ne semble pas à son sommet. Dans le premier degré, le syndicat national des instituteurs et des professeurs des écoles annonce 60% de participation. C'était 70% le 19 janvier dernier, toujours de sources syndicales. Ça, c'est quand même une indication, petite indication. Alors, dans tous ces secteurs, vous l'avez dit, Lucille, on saura demain l'ampleur, on connaîtra l'ampleur du mouvement demain, et puis on saura surtout avec les assemblées générales ici ou là, si ce mouvement est reconduit, donc si on part sur une grève qui va se prolonger mercredi, jeudi, peut-être vendredi, on entendait vendredi 13h il y a un instant, en parallèle au mouvement sur le terrain, il y a les mots d'ordre, les intentions affichées. Et là, c'est clair, au-delà de la grève, beaucoup veulent bloquer la France. Oui, tout le monde a en tête d'abord les déclarations des fédérations les plus dures de la CGT, celles de l'énergie et de la chimie. Écoutez Sébastien Ménesplier et Emmanuel Lepine. Pour nous, il est très clair, à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne. Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui. Et la fameuse formule « mettre la France à genoux », là-dessus, l'intersyndicale est divisée. Écoutez le secrétaire général de la CFDT Route, Patrick Blaise. Donc dès demain, forte mobilisation évidemment de notre côté. On n'appelle pas au blocage, nous. Moi, quand j'entends le mot blocage, ça me choque un peu parce que nous, ce qu'on appelle, notre confédération, nous appelle à l'arrêt. On a tracté, on a fait dans toutes les zones industrielles depuis déjà plus de 15 jours. On a essayé de mobiliser les salariés pour qu'ils se prennent en main eux-mêmes et qu'ils soient eux-mêmes à l'arrêt, c'est-à-dire se mettre en grève dès demain. On espère que nombreux seront présents parmi nous. Nous essayerons au maximum de ne pas gêner la population. Et puis côté politique, il y a cette déclaration très remarquée ce week-end du député LFI Louis Boyard. Écoutez.
Bon, le 7 mars, on fait quoi? Non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, a l'espoir d'une France à l'arrêt. Veillée d'armes avant la semaine de grève générale, écrit-il sur son blog. Les grèves reconductibles et coordonnées dans les secteurs clés de la production feront leur effet. La liste des appels professionnels pour la journée du 7 mars s'allonge d'heure en heure. On parle de plus en plus d'occupation de ronds-points également. C'est vraiment une excellente chose, écrit-il. Merci Lucille. Voilà pour le point le plus complet qu'on pouvait faire ce lundi soir. Je vais d'abord vous demander très brièvement à chacun d'entre vous simplement si vous pensez qu'on peut entrer dans une phase effectivement de blocage et d'une France à l'arrêt, donc des grèves reconduites un peu partout et des robinets qui se ferment sur le carburant, sur les transports publics, et ici et ailleurs. Pascal, votre sentiment? Grosse journée demain, certainement. Une grève longue, je n'y crois pas beaucoup. D'abord parce qu'il y a le poids du pouvoir d'achat des salariés. Qui est prêt à consentir quelques jours de salaire perdu, peut-être même quelques semaines? Alors on sait qu'il y a des caisses de grève qui existent, celle de la CFDT est bien remplie. Et puis il y a peut-être aussi, dans les jours qui viennent, une divergence possible, un éclatement, une fragmentation du mouvement syndical. Mettre la France à genoux, c'est une formule. Mettre la France à l'arrêt, comme le dit la CFDT, c'est autre chose. Anne-Sophie Alsif, est-ce que ça vous semble plausible? Alors, deux choses. C'est vrai qu'avoir des blocages, oui. Et ça, je pense que ça peut durer, surtout dans le secteur de l'énergie, des transports. Après, l'autre élément, c'est quand même l'aspect télétravail. Depuis qu'il y a le Covid, c'est vrai qu'il y a des organisations qui se sont faites. On voit les entreprises, notamment dans le privé, tout de suite, journée de grève annoncée télétravail. Donc, c'est vrai que l'aspect blocage joue beaucoup moins qu'avant le Covid. On l'a pu le voir dans toutes les différentes journées de grève. Donc, je ne parlerai pas d'une France à l'arrêt, mais en tout cas des blocages qui peuvent continuer dans des secteurs spécifiques et qui peuvent quand même entraîner une production qui soit moins, on va dire, organisée, avec des conséquences sur les consommateurs. Et vous, Ruth, est-ce que vous pensez que la France peut être à l'arrêt? Alors, je pense que demain, c'est évident. Mercredi, sans doute aussi une journée difficile. La question, c'est jusqu'à la fin de la semaine et combien de temps? Pour avoir eu un des syndicalistes les plus engagés dans cette perspective de blocage et de mise à genoux, il m'a confié, sincèrement, qu'il pensait que pour 48 heures, 3 jours, c'était possible, parce que les Français aujourd'hui sont très opposés à la retraite et approuvent le blocage à cette heure-ci. Mais sur 15 jours, 3 semaines, lui, il y était clairement favorable, et ses amis et ses collègues prêts, mais il n'était pas sûr que les Français le suivent. Donc la question, c'est combien de temps et comment les Français vont le supporter. Oui, aujourd'hui, ils sont hostiles à la réforme. Oui, aujourd'hui, ils trouvent qu'il faut peut-être des méthodes un peu plus dures. Mais sur un certain temps, même s'ils affirment, ces syndicats, qu'ils ne toucheront pas les particuliers, mais seulement les entreprises, donc le fonctionnement de l'économie, et même malgré le télétravail, il y aura un dysfonctionnement de l'économie, évidemment. Est-ce que les Français accepteront? C'est la question. Et lui-même avait l'air un peu plus sceptique que moi-même, je l'aurais pensé. Jetons un coup d'œil justement à ce sondage, vous y faisiez allusion, il y faisait allusion peut-être. Sondage, est-ce que la grève reconductible, vous êtes pour ou contre? Favorable à la grève reconductible, les 2/3 des Français, donc on n'est pas très loin du chiffre de rejet de la réforme. C'est stable. On est autour des 2/3 des Français, et sur l'idée d'une France à l'arrêt, c'est un peu inférieur, je crois, on est à 58 ou 59%. Thomas, d'abord, est-ce que vous y croyez à une France à l'arrêt? De toute façon, la météo sociale, au jour le jour, c'est pas comme la météo météorologique où on voit les cumulus arriver, on peut voir les anticyclones. Là, c'est vraiment au jour le jour. Et ce qui est important, c'est évidemment le soutien populaire, le soutien dans les sondages. On sait qu'il y a un sentiment assez bizarre en ce moment, un mouvement puissant et soutenu qui n'aboutit pas. Alors que pour 17 milliards, nous dit-on, pour économiser 17 milliards en 2030. Alors puissant et soutenu, pardonnez-moi. Soutenu par on a vu quand même dans lors des 5 premières journées une tendance à la décrue plutôt de la mobilisation. Peut-être, mais je parlais du soutien populaire. Sondages. Oui, du soutien populaire. C'est ce qui est important pour savoir si un mouvement peut durer. Or, 17 milliards, vous vous souvenez, c'est le chiffre qui avait été, c'est ce qui avait été dépensé après les Gilets jaunes pour tarir ce mouvement. 200, 250 000 personnes au maximum
des manifestations erratiques, de la violence, et ça avait marché. Et donc là, c'est puissant, pacifique, soutenu, assez institutionnel avec les syndicats et les figures qu'on connaît et qu'on respecte, et ça n'aboutit pas. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de petit précipité dans la tête des gens qui sont vraiment opposés à cette réforme? Les blocages, ça peut... Évidemment, c'est pour un syndicaliste de la CFDT ou même de la CGT, qui ne seraient pas des fédérations les plus dures, chimiques ou métallurgiques, c'est quelque chose d'embêtant et qu'il n'aime pas, parce que lui, ce qu'il aime bien, c'est négocier, établir des vrais rapports de force sur de vraies bases. Donc les blocages, c'est compliqué, c'est pas légitime, mais à partir du moment où la contestation est soutenue, à partir du moment où on a cette idée que seule la violence paie, c'est dommage, mais c'est comme ça, on le constate, c'est un drame, mais c'est comme ça, eh bien, les blocages pourraient être soutenus un certain temps. Sans doute pas très longtemps, mais ça pourrait être soutenu. C'est rare, parce que d'habitude, les grèves sont soutenues, les blocages sont rarement soutenus. Bon. Là, donc, vous avez anticipé un peu sur la deuxième question. Quand on entend Louis Boyard dire non pas aux étudiants ou aux lycéens faites grève, mais bloquez vos établissements. Quand on entend Jean-Luc Mélenchon dire le blocage des ronds-points, c'est souhaitable. Quand on entend certaines fédérations de la CGT dire il faut que la France soit à genoux. Donc là, on est au-delà de la grève. Est-ce que ces appels-là sont légitimes dans une démocratie sociale, sont légitimes quand un mouvement de revendication n'aboutit pas, ou bien est-ce que c'est abusif? C'est la question que je vous pose. Pour moi, c'est abusif, et ça nous montre que, oui, parce que le droit de grève est un droit constitutionnel, mais il n'est pas supérieur aux autres droits qui sont dans la Constitution, dont la liberté de travailler, la liberté de propriété, la liberté d'aller et venir. Moi, je pense que la radicalité de Louis Boyard, elle s'explique par le fait que Jean-Luc Mélenchon joue gros dans cette affaire. C'est lui, finalement, qui joue le plus gros. Mettez-vous à la place du président de la République. Sa réforme sera vraisemblablement votée, il va trouver une majorité, et puis le temps passera. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un échec à la présidentielle, un échec dans sa nomination pour devenir Premier ministre, parlait d'élections à l'époque, c'est l'échec à capitaliser. Il a fait un beau score à la présidentielle. Certes, mais enfin il a perdu, il est troisième, pardon, il n'est même pas second. Bon, quand vous êtes troisième, quand vous ne disputez pas la finale, vous êtes demi-finaliste, donc vous êtes quand même loin de la finale. Il n'est pas parvenu à prendre le pouvoir à l'Assemblée nationale. Il n'est pas parvenu à mettre la main sur le mouvement social. C'est contesté par la CGT, y compris par la CGT. On sait que les rapports avec la CGT sont tendus, bien sûr par la CFDT, par tous les autres. Au fond, il est totalement démonétisé, lui, si il sort de ce mouvement sans aucune victoire, sans aucun acquis. Et donc, ça explique. Alors, il pourra dire, pardonnez-moi, qu'il a déplacé 1 million de personnes dans les rues, contribué à déplacer. C'est pas lui, c'est les syndicats qui ont déplacé. Non, c'est les syndicats, et les syndicats unis pour la première fois depuis très longtemps. Oui. Donc, Laurent Berger pourrait dire ça. Non, exactement. Laurent Berger et Jean-Claude Martinez. Philippe Martinez. C'est Jean-Claude Mailly. Oui, je sais. Bon, mais Philippe Martinez, pour la première fois très unis et qui s'entendent très bien d'ailleurs humainement et personnellement, eux, oui, pourront dire qu'ils ont déplacé, et comme l'a dit Thomas, avec beaucoup de, dans un climat très pacifique. Mais est-ce que le blocage est légitime aujourd'hui? Je souscris à ce que dit Pascal, c'est-à-dire que la cote de confiance de Jean-Luc Mélenchon a chuté de 20 points depuis le début du conflit. Aujourd'hui, c'est presque une forme de manœuvre de dernier recours. C'est une forme d'appel au secours, sauvez-nous, parce qu'il faut qu'on garde une forme de légitimité. Donc, c'est un de leurs problèmes. Néanmoins, la légitimité de la réforme, c'est vrai, elle est refusée, cette réforme. C'est vrai, mais comme toutes les réformes des retraites ou presque. Oui. Donc ça n'est pas nouveau. Pas à ce point. Ah si, ça a toujours été. Si. Une quinzaine de manifestations en 2010, des sondages majoritairement hostiles. Mais ces réformes étaient présentées par des majorités solides. Alors, les choses avaient été claires avant les élections. Là aussi, elle avait dit dans ça. Été claires après les virages. Non. Elle avait dit dans Emmanuel Macron fait campagne sur la retraite à 65 ans au final.
final, il fait une réforme entre guillemets plus Emmanuel douce. Macron a fait campagne, c'était pas le cœur du tout de sa campagne. Non, mais ça, Non, mais c'est jamais le cœur, si vous voulez. En tout cas, la légitimité d'un blocage par des minorités, c'est-à-dire ce qui peut se passer dans une raffinerie, dans une centrale nucléaire, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que les centrales nucléaires qui devaient être remises en fonctionnement, qui ont été réparées, ne seront pas remises en marche. C'est grâce à quoi on pourrait échapper au problème de la guerre d'Ukraine. Non, on ne l'aura pas. Celles qui devaient être arrêtées pour être en maintenance, elles ne seront pas arrêtées. De la même façon par la CGT Énergie. Les raffineries peuvent être bloquées par 4 ou 5 personnes de la CGT Chimie. Donc ça, le blocage est illégitime, même s'il est approuvé peut-être pendant 2 ou 3 jours pour une action d'éclat. Ça s'entend. Je dirais à la limite, c'est une façon de montrer son mécontentement. Lorsque ça dure, pour moi, ça devient illégitime parce que ça n'est plus une action majoritaire, c'est une action minoritaire. En revanche, si on veut élargir, là, si on parle de situation, alors c'est pas du tout le cas, justement, dans un régime dictatorial, dans un régime où il n'y a pas de démocratie. À un moment donné, quand tout le monde sort dans la rue et bloque le pays, pour moi, ça a un sens. Mais c'est pas du tout ce qu'on vit en France aujourd'hui. Donc, qu'il y ait une action d'éclat, et elle aura lieu, ça s'entend, mais qu'elle dure, il est vraisemblable que les Français auront du mal à la supporter. Et pour vous, Anne-Sophie? À mon sens, pourquoi on parle de blocage? C'est vrai qu'on a un des taux de syndicalisation des plus faibles d'Europe, et donc on voit que, on le voit dans toutes les grèves, c'est dans certains secteurs où vous avez en effet des syndicats qui sont assez puissants. Quand on parle de blocage, bien sûr que ces secteurs doivent faire grève, mais également tout le secteur privé. On n'en parle pas beaucoup, mais en effet, tous les salariés du privé, si vraiment ils sont en effet contre et veulent bloquer, c'est ensemble. Et donc on voit que le blocage, c'est aussi une manière de dire, bah voilà, la syndicalisation est faible. On sait qu'il va y avoir des manifestations et des mobilisations que dans des secteurs spécifiques. Je vous lis tout le temps dans cette antenne. Et donc le but, c'est de bloquer parce qu'on sait qu'en masse, en volume, on n'aura pas tous les secteurs économiques qui vont massivement faire grève. Donc de fait, eh bien voilà, dans l'énergie, dans l'éducation, etc., comme on sait qu'en volume, ce ne sera pas tout le monde, le blocage permet d'avoir une vraie efficacité. C'est là où on peut faire mal. Exactement. Oui. Dans un contexte quand même de calendrier, vous l'avez dit, c'est vrai qu'une fois que la réforme sera votée, ce sera beaucoup plus compliqué ensuite de mobiliser en disant voilà, il faut essayer de faire quelque chose. Donc au fond, vous nous dites c'est politique. Enfin, je veux dire, ça peut être des mots d'ordre syndicaux, mais qui sont politiques, c'est-à-dire on appuie sur les secteurs où on a un pouvoir d'impact. C'est un mode d'action, on le voit moins chez nos partenaires européens, parce que le taux de syndicalisation, encore une fois, est faible et élevé dans des secteurs spécifiques. Qui peuvent bloquer. Qui peuvent bloquer et pas dans toute la société et dans toutes les entreprises, y compris du secteur privé. Thomas, vous êtes ceux qui bloquent dans ces secteurs-là sont d'ailleurs minoritaires dans leur syndicat, même à la CGT. C'est-à-dire, ils sont dans leur secteur, ils sont majoritaires. Mais si on prend la CGT globalement, vous prenez Jean-Claude Martinez dans un couloir et vous lui demandez. Philippe Martinez, décidément. Jean-Claude Martinez, c'était le Front National il y a très longtemps. On n'est pas dans les bronzés. Non, mais qui est en plus très sympathique et qui était une personnalité. Non, si vous prenez Philippe Martinez à part et que vous lui demandez ce qu'il pense des blocages, il sera beaucoup plus nuancé. Il ne les critiquera pas ouvertement, mais il sera beaucoup plus nuancé, évidemment. Ce sont même ses adversaires et donc, en interne. Ça peut durer quelques jours. Si c'est soutenu, ça peut être défendu. Non, mais là, la question que je vous pose, Thomas, c'est est-ce que c'est légitime? Non, légitime. Dans une démocratie sociale. Mais dans une démocratie sociale, il n'y a pas une ligne très claire entre ce qui est légitime et pas légitime. Est-ce que c'était légitime de la part du gouvernement de choisir une procédure un peu expéditive? Est-ce que c'était légitime de la part de LFI? Bah oui, c'est dans la Constitution. Légitime et légal n'est pas, c'est pas tout à fait pareil. Parce que, non mais attendez, parce que la question de David au départ, c'était est-ce que légitime ou abusif? Or, légitime et abusif ne sont pas l'inverse l'un de l'autre. Si vous nous dites ce soir qu'il y a des choses illégitimes dans la Constitution, je suis prêt à l'entendre, mais il faut le démontrer. Mais pas du tout. Il faut le démontrer. Légitime et légal ne veut pas dire pareil, ne veut pas dire la même chose. Il y a une légitimité républicaine. Il y a une légitimité républicaine, mais il y a quelquefois une possibilité légale ou une légitimité à faire à agir au-delà de ce qui est habituel. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, mais ça serait le cas. Non, mais je suis en train de vous expliquer que je suis contre les blocages. Oui, j'entends. Mais en même temps, vous dites, bon,
les fédérations très engagées, la chimie, les pétroles, etc., la sidérurgie, c'est la minorité à la CGT. Moi, je vous donne rendez-vous au congrès de Clermont-Ferrand à la fin du mois et on verra si c'est vraiment la minorité. Expliquez. Il y a deux tendances à la CGT. Expliquez. Il y a un congrès à Clermont-Ferrand. Il s'agit de désigner le successeur de Philippe Martinez. Et donc, il y a d'un côté sa candidate, la candidate de Philippe Martinez s'appelle Marie Buisson. Elle vient de la Fédération de l'éducation et de la recherche, qui est une petite fédération. Et puis, vous avez de l'autre côté des candidats, comme par exemple le secrétaire général de la CGT de Marseille. À ce moment-là, on verra. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est vrai. Mais bon, on est dans une dynamique. Mais ces fédérations-là, c'est une confédération, la CGT. Donc, chaque fédération est relativement autonome. C'est par exemple les fédérations qui gèrent les caisses de grève à la CGT, à la différence de la CFDT. Et donc, il y a un petit trésor de guerre là qui peut leur permettre de tenir un certain temps. Vous imaginez une situation dans laquelle où 10-15 personnes, rappelez-vous de l'automne dernier, bloquent une raffinerie, limitent la production électrique nucléaire. Il y a une arme qui s'appelle la réquisition. Je pense que le gouvernement... la droite la réclame déjà. Non, oui, ça dépendra de la popularité de ces blocages. Si les blocages sont abusifs, comme vous dites, ils seront très rapidement impopulaires. Et je dis que mettre l'économie à genoux, la formule, évidemment, c'est mettre. Ce que je dis clairement, c'est que c'est une formule qui veut dire mettre les Français. Mais bien sûr, non, mais parce que l'économie, c'est quelque chose qui est un peu flou. C'est un halo, et dans l'économie. Réponse de Thomas Legrand. C'est pas de ça dont on discute. L'économie à genoux, c'est une formule agressive et extrémiste. C'est une formule qui a été utilisée par des syndicalistes de certaines fédérations. C'est vrai, mais c'est pas la formule de Philippe Martinez, c'est encore moins la formule de la CFDT. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui va, la question va se poser. Et pour l'instant, si les blocages durent, pour l'instant, ce mouvement est intéressant parce qu'il est pacifique et populaire. Il est pacifique et populaire parce qu'il est unitaire à la tête des deux syndicats. Les Français ne sont pas très syndicalisés, c'est vrai, mais les Français... la popularité des syndicats est plus élevée que celle des politiques. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus, mais elle le devient. Elle devient. Elle remonte. Laurent Berger est populaire, populaire bien sûr. Martinez. Bien sûr, Laurent Berger est populaire. Mais est-ce qu'ils vont rester unis? Est-ce qu'ils vont rester unis? Est-ce que ça va rester? Est-ce que c'est un front uni qui peut Ça ne restera pas uni si les bloqueurs, si ceux qui veulent mettre la France à genoux gagnent. Or, s'ils ne sont pas populaires au bout de 3 ou 4 jours de grève dure ou de blocage, eh bien, le gouvernement aura gagné. La déclaration de Laurent Berger, qui peut provoquer la divergence entre les syndicats sur ce front syndical, le niveau d'efficacité syndicale ne se mesure pas au niveau d'emmerdement concret pour les citoyens. C'était fin janvier, mais c'est ce qu'il a redit à mots couverts ce matin sur concret pour les citoyens. Aujourd'hui, le blocage va être sur un certain nombre d'entreprises, sur un certain nombre de les transports. Donc c'est vrai que, à mon avis, Laurent Berger est très engagé. Donc il va supporter peut-être un jour ou deux de blocage. Ça fera partie, c'est la nouvelle stratégie. Il a expérimenté sa stratégie pacifique. Il est d'accord, il est normal que ce soit le tour. Non, mais c'est le tour maintenant des plus durs, entre guillemets, de la CGT. C'est la route que la question de la légitimité. Et après, c'est après que ça va se passer. On va attendre la fin de la semaine. C'est légitime pendant 2 jours. J'ai une dernière question, une minute chacun. S'il vous plaît, une minute chacun. Est-ce que dans votre esprit, il y a une possibilité que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron, cède si on a effectivement un mouvement dur et un mouvement qui se prolonge? Est-ce que c'est une possibilité? C'est un pronostic ou la réforme, Anne-Sophie? Je ne pense pas, parce qu'il a peu d'intérêt à céder. Alors peut-être ça c'est sûr, mais... Il a peu d'intérêt, donc peut-être qu'il va aménager, il va essayer d'encore avoir des concessions, on a pu le voir, mais je ne pense pas qu'il va céder. Alors déjà parce que c'est son 2e quinquennat, deuxièmement parce que même au niveau européen ce serait assez compliqué, après s'être autant engagé, et puis on est quand même encore au début de son mandat. Si vraiment il a ce camouflet, ça va être très compliqué pour lui de faire d'autres grandes réformes. Donc je pense qu'il y a quand même en effet peu de chance. Pascal, est-ce que c'est une possibilité qu'on doit envisager? Je ne crois pas, non, pas sérieusement. Son problème à lui, c'est la géographie finale de la réforme, du texte. Et ça ne se négocie pas dans la rue, ça se négocie avec la droite. D'autre part, il a... Mais retirer le projet, c'est non pour vous. C'est non. Il a de surcroît... les mouvements de contestation lui rendent service d'une certaine façon, ça envoie à nos partenaires européens.
l'image que vis-à-vis la des France partenaires. se réforme enfin, que elle chasse ses vieilles lunes, etc. Donc non, il n'aurait que des coups à prendre en reculant. Route. Moi, je suis sûre qu'il ne reculera pas, parce que ça veut dire qu'il arrête son mandat, en quelque sorte. C'est la fin. Ce serait la fin. Oui, il ne reculera pas. Déjà, en plus, sur le plan financier, Olivier Dussopt l'a reconnu, il y aura quand même un déficit de 300 à 400 millions d'euros, même en 2030. Donc, on n'est même pas dans les comptes. Mais c'est un minimum qu'il se dit de faire. En revanche, ce qu'il se demande, lui, c'est comment vont s'en sortir, par exemple, Laurent Berger. Comment est-ce qu'il s'en sort après avoir été si offensif? Il aurait pu s'occuper du cas de Laurent Berger plus tôt. Ah mais moi je suis d'accord. Ça fait longtemps que la discussion, on sait très bien qu'il y a une discussion personnelle entre eux qui n'a pas fonctionné et qu'on en est là, on est à l'acmé de la mauvaise relation entre Laurent Berger et Emmanuel Macron et qu'elle s'exprime dans ce conflit. Mais lui, de son point de vue, mais après la question c'est dans quel état il laisse tous les manifestants et toutes ces catégories de population qui sont contre cette réforme. Dans quel état il laisse l'opinion publique, la frustration dans laquelle il la laisse. Et comment ça s'explique? Et ça s'exprime sur le plan politique et électoral plus tard. Toutes ces questions-là, elles sont ouvertes et elles ne sont pas simples. Est-ce qu'il est envisageable pour vous qu'il retire la réforme et qu'il recule, Thomas? Pour l'instant, non. Il faudrait vraiment qu'il y ait du blocage pendant très longtemps et du blocage qui reste populaire pendant très longtemps. C'est possible, mais ça m'étonnerait parce que on l'a bien dit, les responsables syndicaux sont contre. Je pense pas. Il peut pas se représenter, c'est sa seule force. Et donc, voilà. Et ce qui est très compliqué, c'est effectivement qui sera le réceptacle? Quel sera le réceptacle politique? Parce que quand on finit avec de l'aigreur et qu'il n'y a pas de réceptacle à gauche, ou que le réceptacle de gauche a l'air si divisé, ou alors est représenté par la caricature de l'aile gauche de LFI, parce que maintenant il y a une aile gauche et une aile moins à gauche de LFI, enfin l'aile la plus radicale et la plus sonore, disons, de LFI. Il n'y a plus de réceptacle. LFI est dans cette idée de récupérer toujours les fâchés, pas fachos. Mais au résultat, on retient simplement la violence et l'aigreur. Et ce qui est compliqué dans l'équation macronienne là, c'est qu'il pensait s'appuyer avec la droite et payer la droite avec une monnaie libérale, mais il est obligé de payer la droite avec une monnaie de gauche. C'est-à-dire que la droite fait une surenchère à gauche. Donc il cède à la droite. Personne ne s'en sort bien. Il cède à la droite des choses qui lui coûtent une fortune d'ailleurs, hein, donc qui coûtent une fortune. Vous l'avez rappelé avec les chiffres que vous avez donnés. Alors qu'il ne cède pas à une puissance syndicale qui est très populaire de l'autre côté, et donc ça va faire une aigreur terrible. Et c'est un peu facile comme conclusion. La conclusion que je m'apprête à faire. Allez-y. Mais non, mais c'est la conclusion facile dans ces moments-là, quand tout va mal, on se dit à qui ça bénéficie, à celle qu'on n'a rien à péter d'ailleurs de la réforme des retraites, mais qui est la réception. Vous ne dites pas son nom. Bah si, Marine Le Pen et le Front National qui est le réceptacle officiel de toute. Là, on ouvre un autre chapitre qu'on aura sans doute l'occasion d'évoquer, ou peut-être l'occasion d'évoquer, parce que qui sait comment ça va se passer demain. Journée spéciale sur LCI, et puis Laurent Berger dise non. Laurent Berger, qui est au cœur de ce qui est en train de se passer, sera, notez-le, l'invité demain d'Adrien Gindre à 8h30, évidemment. François Ruffin, Éric Ciotti. Et un entretien qui sera très suivi. Pardon, Ruth? Moi, j'aurais François Ruffin, Éric Ciotti. Très intéressant aussi. Parce qu'ils sont aussi des acteurs. Ça, ce sera à 20h. Et aussi un des syndicalistes qu'on a écouté tout à l'heure, la CGT Énergie. Merci Pascal, Ruth, Thomas, Anne-Sophie d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris. Nous rejoignent Jean-Michel Apathy pour la politique et on va revenir avec son regard particulier sur ce qui est en train de se passer. Abnou Selmani pour l'international. Bonsoir David. Et François Lenglet pour l'économie. Bonsoir à vous trois. C'est donc vous qui commencez, Jean-Michel. Vous aussi, vous avez suivi les informations de ces dernières heures avec la mise en place de ce moment de vérité et vous dites le gouvernement est à la ramasse. À la ramasse. Carrément. Pourquoi parler du gouvernement? Parce que demain, ce sera un face-à-face entre le mouvement syndical et le gouvernement. Et des deux acteurs que nous aurons sur le ring demain, le plus faible, celui qui est battu par les flots, emporté par les vagues, qui fait presque pitié, pour vous dire la vérité, c'est le gouvernement. Ah oui, pitié. Je vais essayer de... Ça n'est pas que le mouvement syndical soit très fort d'ailleurs, parce que le mouvement syndical met la barre beaucoup trop
beaucoup trop haute, pardon. Bloquer le pays, mettre l'économie à genoux. Imaginez le secteur privé s'arrêter suffisamment longtemps pour faire plier le gouvernement. Moi, je n'y crois pas trop. Je ne pense pas, en plus, que dans ce pays, si une majorité de gens sont hostiles à la réforme des retraites et peut-être souhaitent le retrait du projet, il n'y a pas du tout une majorité de gens pour souhaiter que Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon soient les futurs dirigeants de la France. Mais pardon, Jean-Michel. Oui. Que le secteur privé ne rejoigne pas la grève, peut-être, mais est-ce qu'à partir de certains secteurs, on ne peut pas parvenir à bloquer le pays? Les transports, l'énergie... Si, on peut le bloquer, mais là, on peut le bloquer de manière, comment dirais-je... partielle. Oui, et puis presque, pas inélégante, c'est pas le mot, mais déloyale. Oui, si vous bloquez tous les trains, évidemment, vous posez un problème économique majeur. Mais c'est la SNCF qui fait grève. C'est pas la société. Le message n'est pas le même. Alors, on s'est amusé en 1995, puisqu'il s'agissait du régime de retraite des cheminots, à théoriser, parce que les intellectuels doivent montrer qu'ils sont intelligents parfois, à théoriser la grève par procuration, mais là ça passerait pas. Pas tout à fait le même schéma. Il faut que la société bloque. Et ça, je peux me tromper, hein, je ne le sens pas. Voilà, bon. Donc le gouvernement la ramasse. Donc les syndicats ne sont pas très forts, mais alors le gouvernement... Regardez Olivier Dussopt, dimanche dans Le Parisien. C'est une réforme de gauche. Cela, nous ne l'avons pas faite. Alors, on nous a légitimé de 1000 manières cette réforme. C'est une réforme de gauche. Si vous en êtes convaincu, monsieur Dussopt, très bien, on va juste lui signaler que la gauche est contre. Donc, la gauche est contre une réforme de gauche. C'est un peu n'importe quoi, et de manière très drôle, je trouve, Bruno Retailleau, invité du grand jury d'LCI, a dit ceci. Le Sénat n'est la caution de personne. Personne. On va substantiellement, d'ailleurs, modifier le texte. On fera de cette réforme une vraie réforme, d'ailleurs, de droite. Et oui, il a raison, Retailleau. C'est-à-dire que le gouvernement court après les Républicains à l'Assemblée nationale et au Sénat, et pas pour faire une réforme de gauche, c'est une réforme de droite. Donc Olivier Dussopt, refaites une interview la semaine prochaine et dites c'est une réforme de droite. Parce que c'est une réforme de droite, c'est la droite qui l'a soutenu. Sans la droite, il n'y a pas de réforme. Et donc la droite modifie le texte. C'est très intéressant, regardez au détail. C'est là que vous voyez que le gouvernement est ballotté par les flots. À l'Assemblée nationale, il suit comme un toutou les députés LR qui veulent améliorer les carrières longues, et au Sénat, il n'en parle plus du tout. Bruno Retailleau a même dit qu'il voulait défaire ce que ses collègues LR, les Républicains de l'Assemblée nationale, avaient fait en matière de carrière longue pour privilégier la reconstruction de la carrière des femmes. Et le gouvernement y suit. Vous pouvez raconter ce que vous voulez au gouvernement, il suit toujours. Le gouvernement veut que la réforme soit votée, peu importe le contenu. Le gouvernement en est là. Vous avez le souvenir d'un gouvernement qui en est là? Moi, je ne l'ai pas. C'est une réforme qui n'a plus ni queue, ni tête, ni sens, ni direction. C'est absolument épouvantable. Les 1200 €, comment ils nous l'ont vendu? De 1000 manières, mais de 1000 manières contradictoires. On avait compris à un moment, parce qu'on a rêvé, dans ce pays, il n'y a jamais d'argent dans les caisses, mais il y en a toujours pour faire des réformes, on avait rêvé que tout le monde aurait 1200 €. Mais pas du tout. Alors après, on a dit, mais alors il faut cotiser toute sa vie pour avoir 1200 €, voire un peu plus que sa vie, jusqu'à sa mort, même après peut-être. Bon, peut-être on aura 1200 €. Et puis après, on a dit, mais ce sera pour tous les retraités. Puis finalement, non, ça n'est que pour les retraités. Puis ça concernera 40 000 retraités. Non, non, peut-être que ça n'en concernera que 10 000. Que dit Philippe Martinez dans le JDD hier? Il dit cette chose juste. Regardez, comment expliquez-vous l'imbroglio autour des 1200 € de minimum contributif? Réponse percutante et juste de Philippe Martinez, mais dramatique d'une certaine manière. Il y a une forme d'amateurisme. C'est tellement vrai que c'est un gouvernement d'amateurs. Il y en a même qui ont fait des livres avec ça. Et de dissimulation. L'Élysée pensait que son arnaque passerait comme une lettre à la poste. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a arnaque, mais dissimulation, mensonge, approximation, c'est inconcevable pour un gouvernement. C'est ça, un gouvernement battu par les flots. Tout ceci, d'ailleurs, alimente une rumeur. Parce que je dis que le mouvement syndical n'est pas très fort, mais le gouvernement est très faible. La rumeur, c'est qu'Emmanuel Macron a très envie, ce sont des sources sérieuses, a très envie, s'il sort vivant de cette histoire, c'est pas sûr, mais s'il en sort, a très envie de virer beaucoup de gens au gouvernement. Et on dit que la titulaire de Matignon, peut-être elle ne ferait pas des vieux os non plus. Ça carbure sec derrière, là, aujourd'hui, parce que c'est très faible pour continuer comme ça, quoi. Là, vraiment, c'est un quinquennat qui est en train de couler dans cette histoire-là.
Les syndicats ne gagneront peut-être pas, mais le gouvernement a perdu sur toute la ligne. Celui qui a beaucoup perdu, c'est Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, le pauvre, il a beaucoup souffert. Dans l'interview que j'ai citée au Parisien, il est questionné comme ceci. Par le Parisien dimanche, il est le symbole du naufrage. Sur le plan personnel, on vous a vu affecté à la fin des débats à l'Assemblée, après avoir été parfois attaqué vivement dans l'hémicycle. Même ça, il ne le concède pas, Olivier Dussopt. Il n'a même pas la franchise de répondre à cette question. La seule chose qui a craqué, dit-il, il dit ça hier dans le journal, ce sont mes cordes vocales, et puis il poursuit en parlant et je peux témoigner que la bronchite et la laryngite que j'ai eue à ce moment-là ont été plus efficaces que l'opposition. Alors on va vous revoir, monsieur Dussopt. C'était la dernière heure du dernier jour du débat à l'Assemblée nationale. C'est pas la laryngite le problème, hein. C'était pas les cordes vocales non plus, hein. C'était vraiment la psychologie. Vous avez craqué, monsieur Dussopt. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Oui, personne n'a craqué sauf Olivier Dussopt. Voilà. Gouvernement. À la ramasse, François. Ce qui est frappant, c'est l'impréparation. C'est ce que vous évoquiez hein, sur les chiffres, c'est-à-dire que on a mis plusieurs semaines à comprendre exactement quel était le périmètre de cette réforme. Je ne parle pas des évolutions, elles sont normales dans la négociation. Il peut y avoir des amendements, justement, à la faveur de l'arrivée des sénateurs LR, etc. Mais c'est qu'eux-mêmes n'ont visiblement pas une idée très précise de ce que ça va donner. Ça rappelle d'ailleurs celle de 2019. Aucune leçon n'a été tirée. Souvenez-vous, 2019, personne ne pouvait comprendre ce qu'il advenait pour lui-même. Et bon, de l'art de la réforme, ça commence quand même par ça. Oui. Abnous. C'est étonnant, mais vraiment c'est étonnant en 2019 et aujourd'hui, et c'est vrai qu'on signe, c'est un peu la grève étalon, la référence absolue 95. Vous regardez à ce moment-là les membres du gouvernement Juppé et Alain Juppé lui-même, on lui pose des questions, c'est du tac au tac les réponses. Ils savent exactement ce qu'ils font, ils l'assument, c'est une réforme de droite, voilà pourquoi on fait cette réforme-là. Là, j'ai l'impression qu'il y a une telle volonté de donner à bouffer à tout le monde, à la gauche, à la droite, de contenter tout le monde, qu'au final on ne contente personne, et c'est du flou sur du flou sur du flou, impréparation et amateurisme. Bah, c'est vrai que les études d'impact ont mis très longtemps à sortir et elles ont visiblement pris beaucoup de monde de court au gouvernement. Tout est politique en fait. Tout est politique. Donc cette réforme s'est déformée au gré des circonstances politiques. Non pas seulement d'ailleurs cette réforme, mais les 3 projets de réforme qui se sont succédés depuis 6 ans. Et au total, je vous redis ce que j'avais dit une fois sur ce plateau. Il n'y a pas un argument utilisé pour justifier cette réforme qui n'ait été contredit au moins une fois par Emmanuel Macron sur les 6 dernières années. Donc forcément, ça crée un trouble. Oui, ça crée un trouble. Vous gardez la parole, François, votre parti pris économique, et là c'est passionnant. Qui bénéficie de l'inflation? Qui paye le prix de l'inflation? Eh bien pour vous, c'est très clair. Les actionnaires sont les profiteurs de l'inflation. Situation tout à fait atypique. C'est vrai que cette inflation, elle fait rage. Hein. Elle est de l'ordre de 6 ou 7% suivant le critère qu'on prend, mais pour l'alimentaire, on le sait, c'est bien davantage. Les prix des produits alimentaires auront augmenté de 25% en 2 ans. Hein, donc c'est pas rien. L'argument des grandes entreprises qui remplissent les rayons de nos supermarchés, c'est de dire, attendez les amis, l'énergie, les matières premières, l'emballage, le carton, le transport... Bon, c'était vrai, c'est moins vrai aujourd'hui, hein, ça se calme un peu, c'était vrai en 2022, mais il y a quand même quelque chose d'un peu curieux, c'est que sur cette année 2022, jamais ces grandes entreprises n'ont fait autant de profits. Alors, cherchez l'erreur. Hein. Celles qui disent on est coincés par l'explosion des prix des fournisseurs. Quelques exemples. Unilever, qui est une multinationale de grande conso. Carte d'Or, Lipton, Moutarde Amora, plus 25%. Mondelez, c'est les biscuits lus, hein, plus 10%. Coca, marge en hausse. Procter & Gamble. Alors Procter & Gamble, vous connaissez cette entreprise, très réputée, américaine, qui fait les rasoirs Gillette, qui fait beaucoup de lessive, notamment la lessive Ariel, bien sûr, qu'on connaît depuis 50 ans, même davantage. Je continue d'ailleurs sur ce registre périlleux, les couches Pampers. Donc, Procter & Gamble a vendu pour 80 milliards en 2022 et a redistribué à ses actionnaires 19 milliards. Ça veut dire que quand vous achetez un rasoir, 16 € avec ses lames, en réalité, il y a 4 € qui partent dans la poche de l'actionnaire.
Je suis plutôt pour que les actionnaires fassent de l'argent. Hein. Je veux dire, ils prennent un risque. Maintenant, il y a une question de mesure. Je ne parle même pas du champ moral. Laissons le champ moral un instant. C'est l'efficacité. Si Procter nous disait, bon, c'est vrai pour ma lessive, mais je travaille pour la lessive du futur, décarbonée, propre, etc. J'investis. C'est pour ça que je vous vends plus cher. Eh bien, on se dirait, au moins, on paye pour quelque chose. Hein. Mais ça n'est pas le cas. Évidemment, c'est le consommateur. Donc, pardon François, donc ces entreprises, quand elles disent on des prix à la gorge par le prix des matières premières, de l'emballage, de ceci, de cela, et qu'elles affichent des profits records, et qu'elles en réservent la majeure partie à leurs actionnaires, elles dissimulent la vérité? Elles refacturent intégralement les hausses de prix qu'elles ont subies, et même au-delà, aux salariés. C'est la grande différence avec le choc inflationniste qu'on avait connu dans les années 70, il y a 50 ans, où à cause, ou plutôt grâce à l'indexation des salaires, le salarié était protégé. Du coup, ce sont les entreprises qui ont subi ce choc-là, d'ailleurs de façon excessive. Ça a détérioré la compétitivité, la santé économique des boîtes françaises, même occidentales d'ailleurs, de façon durable. Mais aujourd'hui, on est dans le cas de figure rigoureusement inverse. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un mystère hein, au plan économique. Au-delà même de l'indexation des salaires, il y a aussi une situation, un environnement de concurrence qui a changé. Hein, et ça a été décrit par des économistes éminents comme Thomas Philippon, qui montre bien que les grandes boîtes bénéficient maintenant de sortes de monopoles, et notamment en technologie, ils sont les seuls. Donc ils font les prix qu'ils souhaitent. Hein. Donc quand on fait des couches, de la lessive, de fait, il y a une situation, il y a des rentes. En tout cas, il y a des rentes. Alors, Procter nous dirait, ce sont des rentes que j'ai construites moi-même à force d'investir dans mes marques. C'est pas faux. Hein. C'est aussi le résultat du travail par l'entreprise qui l'est faite. L'autre élément qu'on sous-estime, c'est qu'il subsiste, après le Covid, une épargne importante chez les ménages de niveau moyen et supérieur. Cette épargne n'a pas été dépensée. Et que du coup, il y a quand même encore une situation de demande assez forte. Parce que lorsque la demande n'est pas là, les entreprises sont mécaniquement obligées de baisser leurs prix de façon à rattraper le chaland par le col pour qu'il achète. Ça n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et puis, il y a bien sûr le poids croissant de l'actionnaire dans la gestion des entreprises. Le grand gagnant de l'inflation, c'est lui. Et c'est lui doublement. Les dividendes, c'est une chose, mais se développe une technique de plus en plus qui s'appelle le rachat d'actions. C'est-à-dire que l'entreprise, avec les liquidités qu'elle récupère, enfin ses profits, achète ses propres actions sur le marché, les détruit, et de façon à faire monter le cours des autres actions. C'est une façon de rendre de l'argent aux actionnaires et à augmenter évidemment le dividende par action, puisque le nombre d'actions est plus faible. À la limite, bientôt, on aura une entreprise avec une action. Hein. Vous voyez, si on pousse le bouchon jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, pour fêter ça, le CAC a dépassé 7400 en séance. C'est le record historique de l'indice boursier parisien. On peut penser quand même que ça ne va pas durer, c'est une situation aberrante et qui, encore une fois, sur le seul plan de l'efficacité, pose des difficultés et probablement les salaires vont-ils augmenter pour corriger en partie ce déséquilibre. Abnous, votre parti pris international. Alors dans la catastrophe provoquée en Russie par l'invasion de l'Ukraine, on parle de beaucoup de choses. Et il y a une donnée, et peut-être, sans doute, la plus importante, qu'on ne voit pas. Et vous mettez le doigt dessus. Oui. C'est que la Russie est en train de se, je dirais pas dépeupler, quand même, mais en tout cas la démographie russe est en chute libre. Mais oui, j'aurais aimé que ce soit moi qui ai mis vraiment le point dessus, mais c'est nos collègues de The Economist qui ont fait un excellent papier. Et effectivement, on en avait déjà beaucoup parlé ici, parce que c'est passionnant, de la chute de la natalité, du déclin démographique. Alors pour ce qui concerne la Russie, c'est les mêmes facteurs qu'ailleurs, mais aggravés par la guerre en Ukraine. On va rentrer dans. Regardez déjà ce tableau. On est pic de la population russe en 1994 a été de 149 millions d'habitants. Et là aujourd'hui de 145 millions d'habitants. Alors hors les 2,4 millions de nouveaux citoyens avec des tas de guillemets en gras ukrainiens de la Crimée. Et les prévisions de l'ONU, c'est 120 millions d'habitants dans 50 ans, autour de 2070. C'est considérable et peut-être même plus. C'est-à-dire beaucoup de démographes disent mais 120 millions c'est déjà trop généreux, ça pourrait être dans les 100 millions. Donc il y a eu, alors en gros elle perd depuis 30 ans 5% d'habitants tous les ans. C'est déjà considérable. 5% d'habitants tous les ans. Depuis une trentaine d'années à peu près, elle perd régulièrement. Il y a eu un repic, il y a de nouveaux gens qui sont revenus. 5% de naissance. Oui. Et qui sont revenus en 2000, autour de 2010, il y a eu un petit renouveau, et puis rebolote, c'est en gros 12% de naissance en moins entre 2021 et 2022.
C'est énorme. Tout d'un coup, pouf, pic de baisse. C'est considérable. Et Poutine le sait, puisqu'il avait lancé le grand projet national démographie, qui était doté d'un budget de 40 milliards en 2018. Bah, autant dire qu'il s'est tiré 2 balles dans le pied joyeusement. Parce que déclin démographique, on connaît, c'est une des principales causes, c'est la peur de l'avenir. Évidemment, alors, les catastrophiques écologiques, si vous voulez, le sacrifice en Occident. Oh, j'ai travaillé, je veux profiter de la vie. Enfin, il y a tout ça. Imaginez Poutine qui, tous les matins, fait un discours pour dire la Russie est en danger, tout le monde veut notre peau. Ça donne pas super confiance en l'avenir. Et ben vous rajoutez à ça les conséquences qui sont directement liées à la guerre et à la manière de vie qui va s'aggraver. Et en l'occurrence, vous prenez les maladies, en l'occurrence l'alcoolisme. C'est un drame. Pour vous donner une idée de cause de l'alcoolisme, c'est que l'espérance de vie des hommes russes n'atteint pas les 65 ans. Les 65 ans. En comparaison, l'homme russe vit 18 ans, je dis bien 18 ans de moins que l'homme japonais, qui non seulement vit 18 ans de plus, mais il vit plus riche et plus éduqué. C'est dire. Alors vous allez me dire, oui, mais le Covid. Ah, évidemment, on a les vrais chiffres à peu près du Covid. Ça aussi, ça a joué sur les chiffres que nous donnons, pour être totalement honnête. La Russie avait annoncé 388 000 morts du Covid. Ça serait entre 1,2 et 1,6 million. Donc évidemment, ça peut remettre, mais pas... Là, c'est quand même quelque chose de dramatique, ce qu'on voit, parce que 5 ans, c'est quand même... Voilà, le Sputnik n'était pas si efficace que ça. 65 ans d'espérance de vie, c'est à peu près l'équivalent. Vous savez, c'est à peu près l'équivalent de Haïti. Haïti, violence endémique. L'espérance de vie en Russie aujourd'hui, c'est la même qu'en Haïti. Oui. C'est grave. Alors Haïti, c'est vraiment catastrophe. La toxicomanie hyper répandue, la violence des gangs, c'est quand même hallucinant. Alors vous rajoutez à ça les morts et les blessés de la guerre, donc entre 175 000 et 200 000 morts et blessés, ce qui est considérable. Et au vu de la tactique militaire russe, ça ne peut que s'aggraver. Donc c'est la tactique, on va l'appeler hachoir à viande. Donc vous prenez des jeunes, vous leur donnez une arme ou à peine, vous les lancez sur le terrain, et puis forcément ils meurent. Et comme la seule tactique russe, c'est la masse, c'est évidemment que ça va jouer. Mais la question, c'est est-ce que même Poutine aura assez d'hommes pour jouer la masse? Parce que là, les chiffres... Depuis 30 ans, la Russie, les jeunes diplômés, les jeunes s'exilent. Ça, c'est évident. Il y a l'exode russe est connu. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est entre 500 000 et 1 million de jeunes des plus éduqués qui ont quitté le territoire. 500 000 et 1 million. Donc, The Economist a fait le compte pour nous. Entre la pandémie, la guerre et l'exode, la Russie a perdu entre 1,9 et 2,1 millions d'habitants entre 2020 et donc début 2023. C'est considérable. Et si la guerre s'enlise, on imagine entre les morts et s'il y a une nouvelle mobilisation générale ou s'ils commencent à aller chercher des jeunes qui ont été exemptés, ça risque de s'aggraver. On n'est qu'en début mars 2023. C'est énorme. Et je trouve que l'Économiste va résumer beaucoup mieux que je ne pourrais le faire dans son article. C'est vers quoi entraîne Poutine la Russie, soit vers un pays plus petit, moins éduqué, plus pauvre, où les jeunes gens fuient et où l'on meurt dans la soixantaine. Ça fait quand même particulièrement envie. Merci à vous trois pour ces partis pris. Dans quelques instants, Bruno Tertrais, le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et l'invité de Ruth Elkrief. Merci à vous, bonsoir et à demain, journée spéciale donc sur cette épreuve de force dans le conflit des retraites avec à 8h30 Laurent Berger, rappelons-le. À demain. C'était votre programme avec les courtiers ACE Crédit qui vous accompagnent pour trouver la banque la plus adaptée pour votre projet immobilier. C'était votre programme avec Tahiti et ses îles. Alors, oh là là, le monde est beau. Chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième est offerte. Encore plus beau. Je crois que ça marche plus là. Ah non, ça va. C'est juste mon fils. J'ai eu peur. Tu vas peut-être mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Qu'est-ce que t'as dit là? Ils ont des appareils auditifs, si tu veux, papa. C'est vrai. Ah d'accord. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Dispositifs médicaux, optique et audition. La version Verlan de Soch présente le forfait mobile 130 Go à 15,99 € par mois sans engagement sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et où? Quand est-ce que vous savez pas? Wow. Et ouvre, quand est-ce que c'est passé, chauffe? Et ouvre, quand est-ce que vous savez passer, choche? Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Chaussons. Cuisine Plus, découvrez l'effet du sur-mesure.
ce moment, chez Cuisine Plus, jusqu'à 6 électroménagers garantis 7 ans offerts. Cuisine Plus, sortez des standards. Avec Ford, faites des économies à chaque plein avec la gamme hybride 85 et rencontrez le Kuga à partir de 349 € par mois pendant les moments Meet My Ford. Parier, c'est se donner rendez-vous à 18h pour un match à 21h. C'est débattre sur un match où personne ne tombera d'accord. Et finalement, valider son pari quelques minutes avant le coup d'envoi. Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner? Parions sport, nous sommes les parieurs. Tu veux un petit café? Ah, moi je veux bien aussi. Canapé Selva. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut mettre dans un aussi grand coffre. Retrouvez-le sur conforama.fr. Vous n'oubliez pas l'exposé pour lundi? C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 4 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Et pour votre contrat de gaz, optez pour l'option Gaz Vert Plus et choisissez jusqu'à 100% de gaz vert certifié produit en France. J'agis avec Engie. Chez Aldi, l'aspirateur balai est à 69,99 €. Et en plus, vous avez 2 mois satisfaits ou remboursés. Yes! Mais non. Non, pas vous. Hein. Ah. L'aspirateur, je le garde. Ah bah tu m'étonnes. Allez, petit pas de danse. Vous pouvez y aller. L'aspirateur balai est à 69,99 € dès mercredi chez Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Vous n'oubliez pas l'exposé pour lundi? C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 4 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Et pour votre contrat de gaz, optez pour l'option Gaz Vert Plus et choisissez jusqu'à 100% de gaz vert certifié produit en France. J'agis avec Engie. Protection contre les puces et les tiques, Seresto protège 7 à 8 mois contre les puces et les tiques. C'est efficace, sans odeur et longue durée. Efficace, longue durée, Seresto, à vous de jouer. Seresto est un médicament vétérinaire. Rendez-vous sur seresto.fr. Hugo utilise Babel pour apprendre l'espagnol. Maintenant, il parle avec confiance. Il se sent comme quelqu'un du coin. Enfin, presque. Ah, para un paseo. Commencez à parler une langue avec confiance sur babel.com. Agent, vous confirmez? Des vacances en illimité pour 149 € l'année pour plus de 100 000 membres? Bah oui, chef, grâce à l'échange de maison. Home Exchange. Partez en vacances à chaque vacances. Renoncez à la barre de pompier. Misez plutôt sur le rendez-vous meilleurs agents pour vendre votre appart vite et bien. Un accompagnement gratuit pour les propriétaires de l'estimation à la vente. Meilleursagents.com. L'allure. Souvent, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. En ce moment, roulez surclassé avec le Peugeot 3008 Finition Allure. Alors. Oh là là, le monde est beau. Chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième est offerte. Encore plus beau. Je crois que ça marche plus là. Ah non, ça va. C'est juste mon fils. J'ai eu peur. Tu vas peut-être mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Qu'est-ce que t'as dit là? Ils ont des appareils auditifs, hein, si tu veux, papa. C'est vrai. Ah d'accord. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Dispositifs médicaux, optique et audition. Dans un monde à contresens, et si vous pouviez aller de l'avant? Armani Code eau de toilette, maintenant rechargeable. Giorgio Armani. Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Hop! Avec elle,
perspective s'ouvre à moi. Désignée banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. La version OVNI de Soch présente le forfait mobile 130 Go à 15,99 € par mois sans engagement sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous... Quand est-ce que vous passez chez Soch? Et vous, quand est-ce que vous passez chez Soch? Et vous, quand est-ce que vous passez chez Soch? Avec Ford, faites des économies à chaque plein avec la gamme hybride 85 et rencontrez le Kuga à partir de 349 € par mois pendant les moments Meet My Ford. Piscine des Joyaux, fabriquée en France, garantie 10 ans, 17 500 €, pause comprise, un prix d'une autre époque. Rendez-vous sur desjoyaux.fr. Marc, pourquoi avoir choisi Vérissure? Pour nous rassurer. Il y a 2 ans, on s'est fait cambrioler. On avait beaucoup de mal à dormir après ça. Hein. Oui. Mais depuis, on a fait installer Vérissure et on se sent vraiment mieux. Faites pas comme nous, n'attendez pas que ça vous arrive. Rendez-vous sur vérissure.fr pour bénéficier des frais d'installation offerts. Pour les enfants et ceux qui le sont restés, vivez un moment Happy Meal avec l'un des 8 puzzles Ziggy Charcot et plongez dans leur univers fun et déjanté. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture rapidement et facilement en ligne? Renseignez les détails concernant votre véhicule sur vendezvotrevoiture.fr. Vous recevrez un prix de vente ferme et non pas une simple estimation. Après une courte vérification en agence, vous pouvez nous vendre votre voiture. Obtenez votre prix maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. C'est totalement injuste, mais la MG4 100% électrique a tout pour elle. Un prix futé, un style affûté. Le confort de l'espace, le réconfort de l'autonomie. Des équipements qui assurent, une garantie qui rassure. L'essayer, c'est l'adopter. Nouvelle MG4 100% électrique à partir de 249 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Essayez, comparez, vous choisirez MG. Tu me passes le brumisateur, s'il te plaît? Non. Allez, s'il te plaît.